Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, émission 55. On est très heureux de vous retrouver. On a laissé passer un peu de temps, on a eu une grosse actu chargée pendant le mois d'août. On a laissé souffler un peu l'équipe et on revient avec du mercato et notamment un joueur qui fait parler beaucoup de lui en ce moment, c'est Lionel Messi. On aura l'occasion d'y revenir. Mais avant de vous parler du sommaire, je vais vous présenter mon équipe du jour avec moi qui va m'accompagner pendant une heure sur ce podcast. Tout d'abord, Mousse. Comment ça va, Mousse? Salut Hugo, salut tout le monde. Bah écoute, ça va bien, hein. On a digéré la finale. On est prêt à repartir pour une nouvelle saison avec le sourire. Ouais, on a été très actifs, on a pris un peu de vacances avant la reprise. Nous, comme notre rentrée Ligue 1 a été décalée pour le Paris Saint-Germain, donc on a eu quelques jours, Malheureusement, quelques jours ça de nous rap. manque. Ah ouais. Yacine Ahmed également. Salut Yacine. Salut à tous. Ça va Yass? Ouais, ça va et vous? Ouais, t'as pris un peu de repos aussi toi? On a beaucoup parlé du Paris Saint-Germain, là, on est un peu tranquille en ce moment. Ouais, nous oui, mais bon, on en parle à côté. Ouais, on parle en off, mais voilà, pour les gens qui nous suivent, quoi. Ouais. Et également avec nous pour terminer l'équipe du jour, vous le voyez souvent avec nous, voilà, c'est un membre régulier du podcast, Nicolas Puravo. Ça va Nico? Salut à tous, ça va super, impeccable. Rentrée de la Creuse, une bonne connexion, là les gens n'auront pas de défaut Ouais, de caméra. je suis de retour là, je suis parti un peu dans un moine tibétain là, pour oublier cette finale et ça va mieux là. Bon, bah, très bien. On va pouvoir parler, donc, je vous le disais, dans le sommaire de l'émission, on reviendra sur Messi, qui alimente la page transfert et il est évoqué du côté du Paris Saint-Germain. Ce sera l'occasion de voir est-ce que le transfert est faisable financièrement parlant. On vous expliquera tout. Et enfin, on terminera sur une partie mercato et quelques brefs concernant l'actualité du Paris Saint-Germain, avec notamment l'agent Thiago Silva qui a parlé aujourd'hui dans l'équipe et il fait quelques déclarations intéressantes et aussi sur les postes à renforcer du côté du Paris Saint-Germain pour ce mercato qui est pour l'instant très calme. On va donc commencer, je vous le disais, avec la première partie sur Messi. Mousse, je me tourne vers toi directement. On a sorti un article sur Paris United parce que voilà, Lionel Messi agite le monde entier en ce moment avec ces infos fracassantes qui expliquent que l'attaquant argentin veut quitter le FC Barcelone. Il en a marre et c'est une fin de cycle, on va dire. Il veut quitter la Catalogne. Évidemment, dès qu'un gros joueur veut partir, on l'associe au Paris Saint-Germain. Alors, la question moi, que je vous pose, Mousse, tu vas me donner quelques infos dessus, mais normalement, ce n'est pas faisable financièrement pour le Paris Saint-Germain, mais si c'était faisable, est-ce que vous seriez pour ou contre un transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain? Mousse, je te laisse commencer les débats. Alors, moi, je ne serais pas pour, et je vais expliquer pourquoi, parce que je sais que, apparemment, on n'a pas le droit d'être contre la venue de Messi sur les réseaux. C'est interdit parce que c'est Messi. Personne ne remet en cause les qualités et le génie de Léo Messi, c'est pas le souci. Mais aujourd'hui, en 2020, est-ce que c'est le joueur dont on a vraiment besoin? On a recruté 2 joueurs pour soi-disant faire passer un palier et atteindre des objectifs en Ligue des Champions. On a recruté en 2017 Neymar et Mbappé. Et aujourd'hui, il faudra ajouter Lionel Messi avec tout ce que ça comporte derrière, en fait, tu vois, le salaire, son père. Parce qu'on parle beaucoup du père à Neymar, mais le père de Messi, c'est quelque chose aussi. Il faut se le coltiner après, tu vois. Donc, non, encore une fois, il y a eu 4 ou 5 départs cet été. Tu les listeras tout à l'heure, Hugo. Et pour moi, la priorité, c'est déjà de remplacer ces gens-là. Et ensuite, on a ciblé, nous, nos besoins, que ce soit sur le poste de latéral droit, sur le poste de milieu défensif. On a Thiago Silva qui est parti. Et devant, on a 2 éléments offensifs qui sont partis. On a Edinson Cavani et Eric Maxime Choupo-Moting. Donc, pour moi, la priorité, c'est d'abord de combler toutes ces absences. Après, évidemment que si tu peux le faire, s'il y a un coût, parce que de toute façon, je ne pense pas qu'il partira gratuit. Maintenant, que Léo se penche sur la faisabilité, si évidemment Lionel Messi arrive à quitter libre le Barcelone, c'est normal qu'il regarde, mais je pense qu'il a juste fait ça. Je pense que Leonardo était un garçon intelligent et qui sait que ce n'est pas du tout la priorité. Par contre, son boulot, c'est quand même de regarder, de voir ce qui est possible de faire. Mais je pense que ça s'arrête là. Nico, c'est vrai que c'était ça, on va dire, la question qui intéressait tout le monde. C'est Lionel Messi qui quitte le Barça, c'est historique, voilà, c'est quand même l'enfant du club, etc. Donc, la question que les gens se posaient, c'est plus la faisabilité d'un tel transfert. Est-ce qu'il faut sauter sur l'opportunité? Voilà, est-ce que c'est plus une opportunité de marché qu'un réel besoin pour le Paris Saint-Germain dans son effectif actuel? Non mais Mousse, il est fou là. Mousse, faut trop saisir, c'est pas possible de dire ça. Vous pouvez faire venir le meilleur joueur du monde. Bien sûr que le PSG doit sauter sur l'occasion et le tenter. C'est C'est bien, évident. on débat, Nicolas. C'est bien, comme ça, au moins, il y a… Je vous rappelle que
Messi, c'est le rêve de Doha depuis le début. Sauf que Messi, il était tellement imprégné Barcelone que ça, ils n'ont jamais vraiment, à mon avis, essayé de l'attraper. Là, il y a une toute petite fenêtre qui s'ouvre. Alors, est-ce que vraiment elle va rester ouverte? Moi, déjà, j'en suis pas sûr. Moi, je vois plutôt Messi rester à Barcelone cette année. Mais bon, on va partir dans l'idée qu'effectivement, il s'en va. Évidemment que le PSG doit tenter le coup. Et puis si ça déséquilibre l'équipe, eh ben, on fera avec. Ça fait 2 ans, 3 ans que l'équipe elle est déséquilibrée avec Neymar et Mbappé. Personne aujourd'hui remet en cause ces deux transferts. Si vous pouvez faire venir Messi et qu'il vous manque un latéral droit, bah on fera avec, hein, je suis désolé, mais on parle de Messi quand même, messieurs, hein. Moi, ça me fait rêver une attaque avec Mbappé Neymar, hein. Je ne vois pas ce qu'on peut rêver mieux. Yacine, est-ce que tu partages l'avis de Nico? Là, je te vois ruminer en attendant de Non, sortir non, non. ton analyse, tes avis. Alors, vas-y, Yes, je te lance. Non, parce qu'en fait, moi, je suis vraiment partagé parce qu'il y a le footballeur, il y a l'équipe, il y a plein de choses en fait. Le premier truc, c'est que, alors financièrement, je vais juste vite fait, c'est pas que c'est pas faisable ou quoi. Moi, je pense que tout est faisable. Et encore une fois, je le dis souvent, ce qui coûte le plus cher dans le football, c'est pas les grands joueurs, c'est pas ceux qui t'amènent des sponsors, de la vente de maillots, de trucs. Alors, la vente de maillots, juste si je peux faire une petite parenthèse. Il faut savoir que les ventes de maillots, les clubs récupèrent très peu sur les ventes de maillots. C'est un fantasme. Ils récupèrent 5% en fait des ventes. C'est en fait, ça leur permet juste, quand ils vendent beaucoup de maillots, de négocier un meilleur contrat avec l'équipementier au départ. Mais sur les ventes de maillots, que tu en vendes 2 millions ou 1 million, franchement, tu récupères pas un truc de fou. Euh, mais je pense que c'est les joueurs moyens qui te coûtent de l'argent. Les grands joueurs, ça ne te coûte pas d'argent, même quand tu leur donnes des très gros salaires. Après, au niveau du jeu, est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est quelque part, au niveau du poste, c'est Di Maria, voilà, c'est le poste de Di Maria. Est-ce qu'aujourd'hui, si on met Messi à la place de Di Maria, l'équipe elle perd en qualité? Je ne suis pas persuadé. Et la dernière chose, c'est est-ce que, quoi qu'il arrive, à un moment donné, est-ce qu'au PSG, si tu as les moyens de faire Messi, tu dois le faire? Moi, je pense que oui. Maintenant, c'est vrai que y a le problème du fair play financier, il y a le problème de savoir comment tu rééquilibres ton équipe, parce que tu as perdu beaucoup de joueurs en fait. C'est-à-dire que si tu étais avec le groupe d'avant, c'est Messi, c'est un joueur en plus. Mais là, tu as quand même perdu un latéral droit, un attaquant. Tu vois, il y a des joueurs qui. Enfin, deux attaquants d'ailleurs, même si Choupo c'était la rotation, mais malgré tout, il était dans le groupe. Un défenseur central, voilà, ça commence à faire beaucoup. Moi, je pense que je suis de l'avis de Nico dans le sens où si tu dois faire Messi, s'il y a une porte qui s'ouvre et que tu peux le faire, mais évidemment. Et c'est comme si à l'époque, je t'avais dit est-ce que tu peux faire Ronaldo, le Brésilien? Bah évidemment que tu le fais. Parce que, bah oui, c'est des joueurs qu'il faut rêver, c'est des joueurs qui. Tu les as eu une fois dans ton club, tant pis. Maintenant. Vous êtes fous, les gars. Maintenant. Bah non. La preuve, c'est qu'il y a eu une porte pour faire Neymar, on a fait Neymar. C'est différent, Neymar. À quel âge tu le fais venir? Non, Tu vois, c'est différent. il y a plein de choses, il y a plein de choses. Maintenant, pour l'histoire du contrat, juste pour terminer, c'est effectivement, moi je pense qu'il y a une réelle possibilité qu'il soit gratuit. Parce qu'en fait, il y a juste un débat entre l'histoire de la date et de la fin de saison. Si dans le contrat, il y a marqué fin de saison, je pense que Barcelone est mort. Par contre, si réellement il n'y a que la date qui est écrite, ça peut être plus compliqué. Là, aujourd'hui, il y a la Liga qui a voilà, la Ligue espagnole. Concernant les informations qui sortaient sur le contrat de Lionel Messi, en disant que jamais il ne laisserait partir Messi gratuitement. Ouais, parce que... Ou alors dans les tarifs que veut son clan, ses représentants. Le problème, c'est que Tebas, il a perdu Neymar et Ronaldo en 2 ans. S'il perd Messi la 3e année, il n'a plus rien. Ah bah ouais, lui qui nous expliquait que les nouveaux riches et ceci et cela et que la Liga c'était le meilleur championnat du monde, ça va faire beaucoup pour lui. Donc effectivement, la Ligue, c'était sûr qu'ils n'allaient pas dire Messi est libre. Ça, il fallait s'y attendre. En plus, avant de te lancer, Mousse, rappelez-vous quand Cristiano Ronaldo part du Real Madrid il y a 2 ans, Javier Tebas dit que de toute façon, la Liga, c'est pas Ronaldo, c'est Lionel Messi. Voilà. Donc, si Lionel Messi s'en va, je veux bien écouter ses prochains arguments. Bah, c'est Jules Koundé. C'est Braithwaite. Martin Braithwaite qui veut récupérer le numéro 10 de Messi en cas de départ. Ça, c'est peut-être l'information la plus importante à retenir. Mousse, ta réaction sur un peu ce que disent Nico et Yacine sur la faisabilité d'un transfert? Non, je voulais juste dire qu'on a souvent reproché au PSG qu'il n'y avait pas un véritable collectif, et je parle sportivement, hein, pas en dehors du terrain, parce qu'ils ont l'air de quand même bien s'entendre, mais c'est vrai que sur le terrain, ce qu'on a pu voir ces 3 dernières années, alors j'exclus Neymar un peu parce qu'il a été blessé longuement les 2 premières saisons, mais ensuite, on l'a vu aussi sur le terrain. Il privilégie une relation avec Mbappé,
Et parfois, ça a porté préjudice au collectif. C'était un peu mieux là, juste après la reprise, après la crise du Covid. Mais si vous ajoutez encore un élément comme Messi, ça sera pareil. C'est-à-dire que les trois vont vouloir combiner tous les trois. Je ne suis pas sûr que ça rende service à l'équipe. Nous, ce qu'on cherche, et c'est le mal qu'on a pointé lors de la finale, et Yacine avait fait un très très bon papier. C'est d'ailleurs pour ça que je m'étonne qu'il ne me rejoigne pas. Ce qu'il faut au PSG, c'est tout d'abord retrouver un collectif dans le jeu. Et pour ça, il faut remettre les joueurs à leur place, les faire jouer à leur poste et recruter intelligemment cet été. C'est-à-dire recruter un vrai joueur qui peut jouer devant la défense et non pas bricoler avec des joueurs dont ce n'est pas le poste. Et pareil au milieu de terrain et pareil devant. Parce que tu parlais de Di Maria. Il n'y a pas que Di Maria. Parce que Messi, tu as raison, s'il devait arriver, bon, bah, il faut bien lui trouver une place. Bon, bah, tu enlèves Di Maria, mais tu as aussi le problème d'Icardi. Tu vois, comment tu fais jouer tout, tu vas tout désorganiser parce que tu as l'opportunité de faire venir un mec, certes, qui est un génie, mais qui a 33 ans, dont on sait que lui, il veut finir en MLS pour des raisons fiscales. En fait, ce n'est pas du tout le joueur que je ne vais pas faire venir. Évidemment, s'il est gratuit et qu'il accepte de jouer pour le SMIC, mais viens, mon pote, avec plaisir. Mais même gratuit, avec le salaire, une prime à la signature, ça t'empêchera forcément de faire un bon mercato. Moi, c'est là-dessus que je veux pas. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il vienne. C'est parce que ça nous empêcherait de faire un mercato et on a besoin de renforcer certains postes. C'est pas du tout sur le côté sportif. Évidemment que si tu as Messi sur le terrain, ça peut être que mieux. Par contre, obligé, tu vas te priver de certains joueurs et tu ne pourras pas faire le mercato que tu veux. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une année de crise et qu'à part Chelsea, qui a fait un super recrutement parce qu'ils ont été interdits de recruter pendant 18 mois ou 24, je ne sais plus, c'est pour ça qu'ils se sont un peu lâchés. Maintenant, regardez les mouvements dans les autres clubs, ça tarde un peu et il y a beaucoup de prêts avec des options d'achat. Nico, donc oui, par rapport à ce que dit Mousse, c'est vrai que tu serais prêt à acheter Messi, alors après à définir le montant du transfert, hein, parce que s'il a une clause à 700 millions, ça serait une clause à 700 millions, mais à te passer de plusieurs renforts possibles dans l'équipe dont on a besoin pour vraiment tout mettre sur Lionel Messi, tu n'aurais pas peur qu'il y ait des trous à un moment dans l'effectif. Et puis, on a vu qu'il ne suffit pas d'aligner les grands joueurs pour gagner, remporter avec des champions, la Liga, etc. Hein. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Lionel Messi au Barça. Hein. Pourquoi il gagne rien depuis 2-3 ans? Parce que malheureusement, l'effectif n'est pas juste à tous les niveaux et il y a des manques, il y a des manquements, quoi. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que la question de Mousse est légitime, quoi, sur l'équilibre de l'équipe. L'équilibre, il est important. Après, quand on regarde le PSG aujourd'hui, même s'il y a évidemment 2-3 manques, on pourrait, en étant un peu provocateur, on pourrait faire la saison comme elle est actuellement. On peut. On n'est pas super équipé partout, il y a quelques manques, il y a des déséquilibres, mais elle peut se lancer comme ça la saison. Après, c'est évident que Messi payant 100, 200, 700 millions, le PSG ne s'alignera pas, il n'y a pas les moyens cet été, c'est pas possible. Après, il y a la question du salaire, il y a tout ça, mais moi je veux juste parler du sportif. Sportivement, on ne peut pas refuser Messi au PSG, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je pense pas. Je pense pas, Mousse. Et quand quand on parle effectivement du Barça actuel, ouais, le Barça actuel, il tourne pas, mais parce que l'équipe du Barça, pour le coup, il y a des manques partout. Il y a des joueurs qui sont en fin de course, ils ont jamais remplacé. Moi, je vais juste garder le souvenir de l'attaque Suarez, Neymar, Messi, l'année où ils gagnent la Ligue des Champions. Ils sont que trois attaqués quasiment. Ils sont que trois. Oui, mais regarde, l'équipe, elle était équilibrée plus ou moins pareil. Tu avais un milieu monstrueux derrière. Ça défendait, ça donnait les ballons devant, et puis devant, les trois, ils se démerdaient. T'as pas besoin de plus quand tu as Messi Nico, dans ton attaque. Une question, Nico. Depuis le 6-1, depuis 2016, enfin depuis la saison 2016-2017, pardon, et la victoire 6-1 au Camp Nou face à Barcelone, qu'est-ce qui s'est passé les 3 dernières campagnes européennes pour Barcelone? Ils ont Messi était là. Non, mais je suis d'accord. Messi était là aussi. Hein. On est d'accord. Lui, il n'était pas blessé. Il y a eu le 4-0 au Parc, il y a eu le 3-0 Juventus, à Rome, la Juve, Liverpool. Bien sûr. Et tout ça, et encore récemment le Bayern, le 8-2, Messi était là. Je suis désolé. Et Messi sur un terrain ces 3-4 dernières années, même si c'est suffisant pour lui en Liga, c'est un gars qui marche, qui fait plus autant d'efforts. Et c'est tout ça que moi, je crains pour le Paris Saint-Germain. Voilà, je pense que c'est une fausse bonne idée.
Yacine, tu penses que c'est plus une lubie de Doha qui voudrait s'intéresser à Lionel Messi? Parce que les infos qui sont sorties, pourquoi c'est sorti aussi? Parce qu'il y a des informations du journal L'équipe qui voilà, annonçait que Leonardo avait appelé dans les derniers jours à Jorge Messi, qui est le père et représentant donc, de l'attaquant barcelonais, pour se renseigner un peu sur la situation, hein, pour, je pense, prendre la température. Et apparemment, Jorge Messi aurait répondu donc cordialement à l'appel du Brésilien, mais on parle plutôt que son fils, enfin Lionel Messi, aurait choisi de s'engager avec Manchester City. Donc c'est peut-être plus pour ça que là, on spécule sur un transfert qui peut-être ne se réalisera pas, mais en tout cas, la balance va plus du côté de Manchester City pour l'instant pour Lionel Messi. Ils ont un longueur d'avance, largement. Oui, parce qu'il y a Guardiola, parce qu'il y a aussi dans l'encadrement de Manchester City des anciens de Barcelone. Maintenant, il faut savoir que en fait, tous les clubs se sont renseignés. La Juve aussi s'est renseignée. Quand il y a Messi sur le marché, tout le monde se renseigne. Tu es obligé de voir ce Bien que, sûr, que leur tu... rôle, bien Ah sûr. oui. Donc après, effectivement, la faisabilité, tout ça. Le seul truc, c'est que oui, je pense que il est plus proche de Manchester City que de tous les autres clubs. Pour tout ce qu'on a dit. Parce que aussi, je pense que enfin, en fait, c'est bizarre parce qu'on a l'impression que c'est Manchester City qui est le seul capable de pouvoir lui offrir ce qui est en termes de salaire, etc. Mais en même temps, ils sortent d'une amende avec le fair play financier. Donc, Et ils ont failli quand même possiblement ne pas être qualifiés en Ligue des Champions. oui. Donc en fait, ce fair play financier, il est aussi tellement bizarre. C'est-à-dire que tu as des équipes comme Manchester City qui sont condamnées, qui sont finalement plus condamnées, mais qui sont pas coupables, mais qui doivent verser une amende. Donc ils sont coupables ou ils sont pas coupables, tu vois. Bref, il y a des choses très bizarres. Maintenant, là, il y a une info qui est en train de sortir en ce moment, comme quoi Manchester City sera en train de proposer à Messi un contrat de 5 ans avec 2 ans à New York. Après. Avec Donc, sa filiale à New York City. voilà. Bon, voilà, il y a plein de choses qui vont être dites, ça c'est clair. Je pense que le vrai point de départ, c'est réellement la gratuité du transfert. S'il est à 700 millions, déjà, il n'y a pas de club. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de club qui ont le droit de mettre 700 millions sur un joueur. S'il tourne à 100, 150, je pense que ça va être très compliqué aussi pour un joueur de ce âge-là. Maintenant, s'il est gratuit, c'est clair qu'il aura des opportunités. Mais Yacine, Ouais. je pense que lui, il se bat pour partir libre parce qu'il sait très bien qu'à son âge, il y a peu de clubs qui pourront débourser entre 100 et 150 millions, plus le salaire, plus la prime à la signature. C'est uniquement pour ça qu'il se bat. Parce que lui, il veut partir, il veut pouvoir toucher encore une prime à la signature, et ça sera possible uniquement dans le cas où il arriverait gratuitement, évidemment. Pas que il préfère que l'argent vienne dans sa poche dans une prime à la signature qu'un transfert pour le Barça, hein, évidemment. Et l'histoire de New York City, il a raison, Yacine, parce qu'à la base, il avait soi-disant un accord avec David Beckham pour rejoindre la saison prochaine l'Inter Miami. Voilà. Et beaucoup disent que c'est notamment exclusivement pour des raisons fiscales, parce qu'il aurait monté un trust et que ce trust aux États-Unis lui permettrait aussi de payer très très peu d'impôts. Et l'avantage avec City, avec le City Group, c'est qu'évidemment ils ont une filière à New York, ils ont une équipe. Donc, ça permettrait de lui filer un gros contrat et de pouvoir le transférer directement dans 2 ans, peut-être à l'âge de 35 ans, et finir sa carrière aux États-Unis. Donc, ça paraît logique. Là où ça m'étonne, par contre, lui qui est habitué à Barcelone, aux beaux endroits, aux endroits chauds, faire 2 ans dans le nord de l'Angleterre. Après, quand on se rappelle des expériences de Tevez à City, qui s'était sauvé parce qu'il ne supportait plus. Di Maria aussi. Voilà, Di Maria. Après, ça prouve aussi peut-être que c'est peut-être pas une question d'argent aujourd'hui. Un mec comme Messi, alors je sais qu'il a le papa derrière qui fait attention à tout ça, mais quand on gagne 100 millions d'euros par an depuis plusieurs saisons, je ne crois pas que ce soit une question d'argent pour Messi. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, alors il y a peut-être beaucoup de clubs qui se renseignent et qui peuvent potentiellement se le payer si c'est gratuit, mais il y a combien de clubs aujourd'hui qui peuvent lui plus ou moins garantir de gagner la Ligue des Champions? Moi, je veux bien que là, il y a la Juve. Vous voyez la Juve gagner la Ligue des Champions dans les 2 années suivantes? Pas moi. On a parlé de l'Inter Milan, c'est pareil. Ce n'est pas des choix sportifs qui vont l'inciter à partir de Barcelone. City, PSG, pour moi, c'est les 2 clubs aujourd'hui avec les projets qui... pas que le Bayern, évidemment, ou le Real, mais bon, le Real, c'est exclu. Mais voilà, dans les clubs qui vont s'aligner sur ce prix-là et qui peuvent potentiellement gagner la Ligue des Champions dans les 2 ans, bah, il y en a déjà beaucoup moins. Hein. Moi, j'en vois que 2. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que sportivement parlant, Lionel Messi, de retrouver Pep Guardiola, l'entraîneur avec qui il a tout remporté avec le Barça. Yacine, on fait difficilement meilleur mariage, surtout qu'il y a des joueurs, etc., avec qui il s'entend également bien là-bas. Alors après,
la possibilité aussi de transfert de City, tu en parlais, Yas, c'est d'inclure des joueurs, par exemple, dans la transaction, pour baisser un peu le niveau de transfert. On parlait d'une offre entre 100 et 120 millions d'euros et d'ajouter des joueurs qui pourraient les intéresser, comme Eric Garcia en défense, qui a été formé au Barça justement et qui joue à Manchester City, de rajouter aussi un milieu de terrain, etc. Donc voilà, ils peuvent peut-être trouver un accord sur. Parce que là, de toute façon, le Barça n'a pas le choix que de négocier, puisque Messi veut forcer la main et partir. Donc là, le Barça va être obligé de s'entendre avec City ou un autre club, le PSG. Oui, même si alors, il y a le fantasme Guardiola-Messi qui a fonctionné, mais apparemment, ils ne s'entendent pas si bien que ça non plus. Guardiola, c'est quelqu'un de très compliqué, hein, donc bon, c'est son joueur, c'est lui qui en a fait ce qu'il a été aussi en cette position de faux neuf, à cette période là où le Barça écrasait tout le monde. Ils ne s'entendent pas si bien que ça, bref. Après, il y a aussi l'histoire parce qu'on est beaucoup dans les datas, il y a des études qui ont été faites. Le joueur qui serait le plus proche pour remplacer Messi, aujourd'hui, dans le profil, c'est Mahrez. Donc, il est à City, c'est aussi peut-être une façon pour le Barça de se renforcer, en fait, d'aller chercher 3-4 joueurs pour un Messi, pour renforcer son équipe qui est vieillissante, en bout de course, voilà. Il y a beaucoup de choses. Moi, franchement, je ne sais plus trop parce qu'aujourd'hui, on en avait parlé sur d'autres joueurs avant. Je crois plus trop à cette histoire de joueurs qui veulent retrouver un coach pour briller. En fait, les joueurs, ils veulent retrouver l'équipe qui va leur permettre de gagner. On l'a dit, hein, y a aussi cette histoire qui est en train de sortir comme quoi Ronaldo a gagné la Ligue des Champions avec plusieurs clubs, pas Messi. Et là, comme il a envie de quitter le Barça, en gros, de se dire, je vais montrer que moi aussi, je peux gagner la Ligue des Champions dans 2 clubs différents. Donc effectivement, à son âge, il n'y a pas un projet sur 3 ans, ça va être dans 1 an ou dans 2 ans, il faut qu'il la gagne. Donc j'y crois pas à l'histoire de Guardiola. Moi, je crois plutôt à l'histoire de qui va être capable de mettre l'argent et qui est capable de gagner la Ligue des Champions. Comme l'a dit Nico, effectivement, je pense que City, PSG, Bayern, le Bayern, c'est pas du tout le club à aller chercher Messi, donc il en reste plus beaucoup. Mousse, oui, je voulais juste ajouter que par contre, pour le City Group, ce serait vraiment une très très belle affaire. Pourquoi ? Parce que l'exposition mondiale que va avoir City en cas de recrutement de Messi, elle sera sans commune mesure. C'est-à-dire que City à l'international, ça représente beaucoup moins, par exemple, que le Paris Saint-Germain. Oui, parce que City, ils ont beaucoup de bons joueurs, mais pas de grosses stars. Ouais. Bah, en tout cas, ils n'ont pas une fan-base internationale, contrairement à Manchester United. Voilà, c'est la grosse différence. Simplement, de maillot le plus. Lionel Messi, c'est le genre de joueur qui draine des supporters à lui tout seul. C'est-à-dire que ceux qui supportent, il y a beaucoup de gens qui supportent le Barça parce qu'ils adorent Messi. Et ben quand Messi quittera Barcelone, et ben ils le suivront à City. Ça deviendront des fans de Manchester City. Et ça, c'est très très important pour le City Group et pour l'exposition et pour leur exposition mondiale. Donc je pense que c'est une très très bonne affaire pour City, parce que je pense qu'évidemment, avec la fausse condamnation du fair play financier, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent se dire, écoute, entre guillemets, vu que c'est des Anglais, ils doivent se dire fuck le FPF. Ils nous ont condamnés, ils ont fait marche arrière, on va pouvoir jouer la Ligue des Champions. Finalement, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Et n'oubliez pas aussi que les règles doivent être un tout petit peu assouplies à cause de la crise du Covid. Donc peut-être qu'ils vont surfer sur ces choses-là et ils vont pouvoir le faire. Et puis comme tu as dit, Yacine, et même toi, Nico, ils ont quand même pas mal de joueurs qui ont de la valeur. Ils pourront pas, en cas de venue de Messi, je pense que City ne pourra pas garder tout le monde. En effet, on a même parlé aussi de Bernardo Silva. Donc il y aura un paquet de joueurs sur les départs. Et pour Messi, on a quand même Agüero qui est sur place, qui peut l'aider pour l'intégration. Ils sont très amis apparemment. Donc voilà. Et juste pour finir sur Guardiola, Yacine, tu as raison. Et moi, la question que je me pose, c'est Guardiola est un entraîneur très très exigeant qui demande beaucoup à ses joueurs. Si Messi vient, est-ce qu'il va pouvoir se remettre dans le bain ? Parce qu'à Barcelone, il faisait ce qu'il voulait. Avec Pep Guardiola, Messi ou pas, à mon avis, je suis pas sûr que tu puisses marcher pendant 90 minutes. Ouais, c'est la dernière question, Nico. C'est ça en vrai, c'est que Lionel Messi, dans un collectif comme le Manchester City, où Pep Guardiola exige beaucoup de ses joueurs dans les déplacements, dans les replacements, dans le bloc équipe, dans les permutations. C'est vrai que dans le mariage, il peut le faire avec des joueurs comme Bernardo Silva, comme Riyad Mahrez, qui sont très permutables et qui tu peux mettre à droite, à gauche, dans l'axe, où ça évolue souvent, parce que Guardiola est un
entraîneur qui ne fait pas souvent 2 fois la même composition entre les matchs. Donc c'est vrai que Lionel Messi, est-ce que c'est plus Lionel Messi peut-être qui veut se prouver qu'il peut gagner avec des champions dans un autre club, ou peut-être une vraie volonté de Guardiola, quoi. C'est ça aussi la question. Je vais le redire, hein, moi je pense que Messi jouera à Barcelone cette saison. Je maintiens qu'il ne partira pas. Après, c'est un débat qui a depuis très longtemps. C'est vrai que tout le monde rêve de voir Messi sous un autre maillot, savoir s'il est capable de faire ce qu'il fait avec le Barça ailleurs. Il a déjà montré avec l'Argentine que c'était pas forcément facile de mener une équipe quand on était le meilleur joueur du monde, même s'il y a une finale de Coupe du Monde. J'ai envie de dire que c'est un peu tard maintenant, moi, pour Messi. Il aurait dû partir il y a 3-4 saisons, quand il était encore un peu plus rapide, notamment. Je sais pas. Moi, en tout cas, ça m'intéresse de le voir ailleurs. Franchement, ça m'intéresse. Alors, si c'est au PSG, tant mieux, parce que moi, je serais content. Et puis, tant pis pour Mousse. Et puis, si c'est à City, ce sera intéressant. Il va déséquilibrer l'équipe de City, comme il va déséquilibrer celle du PSG. C'est évident, comme le dit Mousse. Oui, il marche. Tout le monde le sait qu'il marche. Mais c'est Messi. Alors, s'il est capable de fédérer derrière lui, il peut tout à fait briller. Par contre, il faudra que Guardiola change des choses à City, parce que ce qu'il leur demande actuellement, tu ne peux pas intégrer Messi dans le système actuel de City, ça va trop vite. Et puis même, j'ai même hâte de le voir dans le foot anglais, parce que ça cavale les Anglais, hein, quand il va devoir aller jouer à West Bromwich et qu'il va se coltiner des mecs qui cavalent dans tous les sens dans son couloir et qui va les laisser passer en marchant. Je ne suis pas sûr que City, qui a déjà des problèmes défensifs, avoir un Messi dans son effectif, ce soit une bonne nouvelle, mais... Et puis, pareil, Nico, les défenseurs britanniques, ils vont vouloir se le faire. Hein. Ils vont se dire, attends, ils vont se dire welcome Messi, mais alors que nous, en Ligue 1, il peut les laisser passer, de toute façon. Ils vont demander son maillot. Ils font des photos à la fin. Qu'avec Neymar, quand même, je ne suis pas d'accord avec vous, hein, parce que ça fait 2-3 ans que les mecs, ils essayent de se le faire, Neymar. Donc, Messi au PSG, je pense que ça serait un peu pareil, ouais. Mais c'est sûr que tu peux marcher avec, quand tu as Kiki Setien comme entraîneur sur le terrain, etc., faire ce que tu veux. Là, avec Guardiola, je ne suis pas sûr qu'il laisse faire la même chose. Hein. Mais c'est vrai qu'il y aurait des joueurs, par exemple, si Messi arrive vraiment à City, il y a des joueurs qu'il faudrait aller chercher, même je pense au Paris Saint-Germain, qui a besoin de se renforcer en attaque, hein, des Bernardo Silva, des Riyad Mahrez qui auront moins de temps de jeu, etc. Voire un Gabriel Jesus, je ne sais pas, mais voilà, il y aura peut-être des opportunités de marché, hein, parce que Bernardo Silva, ça parlait déjà, lui, dans un possible transfert pour venir à Barcelone, en échange, venir dans l'autre sens. Donc... Et David Silva, il en est où, lui? Il a signé à la Real Sociedad. Ouais, il est parti. Quel joueur. Ouais. Mais après, si les dirigeants du Barça, ils mettent leur orgueil de côté, parce que là, évidemment, qu'ils sont vexés, mais pour eux, laisser partir Messi, récupérer une somme d'argent comprise entre 50 et 100 millions, on va dire, et puis des joueurs en complément, pour eux, c'est la meilleure opération à faire de l'été. Vendre Messi à 33 ans, comme le dit Mousse, c'est complètement inespéré. Déjà qu'il parte, c'est complètement improbable. Si en plus vous récupérez un joueur par ligne pour équilibrer un peu cette équipe, parce que le Barça, ils sont comme tous les autres cet été, ils n'ont pas de sous. Hein, donc ça va être dur de renouveler une équipe comme ça quand eux, ils ont besoin pour le coup. Hein. Je suis plus inquiet pour l'avenir du Barça que pour l'avenir de Messi, là, aujourd'hui, dans l'immédiat. Donc, à mon avis, s'il est vraiment motivé à partir, et j'arrive toujours pas à m'en convaincre, les dirigeants du Barça, ils n'ont pas intérêt à faire la fine bouche. Il faut le laisser filer, Messi. Hein. Ce serait intéressant de voir comme le Barça sans Messi, hein, parce qu'on a dit quand même que le Barça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si tu enlèves Lionel Messi, mais Hugo, surtout la Liga sans Messi et Ronaldo, qu'est-ce que ça va devenir si vraiment Messi part? Est-ce que la Liga sera encore considérée comme évidemment que c'est un grand championnat, mais le niveau, c'est encore une fois, hein, les supporters du Barça et les supporters du Messi qui adorent Messi le suivront à City. Et donc, ça sera quand même un manque à gagner pour la Liga. Ça serait vraiment incroyable. Et par contre, pour la Première Ligue, qui a déjà une exposition incroyable, tu rajoutes Messi à la Première Ligue, là, ils explosent tous les compteurs. Voilà, et ça va faire des visuels avec Lionel Messi devant, etc. Tu parles. Incroyable. Après, l'image du Barça, elle est quand même vachement en train de souffrir en ce moment, parce qu'on le présente ce club comme la plus grande institution du monde. Ce qui se passe avec Messi depuis plusieurs saisons, c'est honteux. Avoir mis un joueur comme ça au-dessus de tout et être aujourd'hui complètement dépendant de lui et aujourd'hui se mettre à genoux avec le cul nu, prêt à prendre une fessée parce qu'on veut qu'il reste, ce qui se passe au Barça, c'est terrible aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que ce club repartirait sur peut-être des bases un peu plus saines en le laissant partir, en récupérant des bons joueurs de City, parce qu'effectivement, City, ça va être le vivier ou piocher pour aller récupérer des joueurs.
ils ont intérêt, je pense, à le faire. Si vraiment Messi, encore une fois, est vraiment décidé à partir, moi, je vois quand même tout ça comme une manœuvre politique pour virer Bartomeu et puis pour s'assurer 2 dernières Ouais, saisons. mais tu sais, C'est ce Nico, qui le est fait évoqué. qu'on a annoncé à Suarez qu'il pouvait pas continuer, c'est son meilleur ami. Il y a d'autres choses. Il y a pas aussi que je pense qu'il veut vraiment partir parce qu'il sent que c'est la fin d'un cycle et qu'il n'aura pas tous ses soldats. Parce que ces mecs-là, les Suarez, tous les joueurs avec qui c'est bien entendu, c'est ses soldats. Il y a pas d'autre mot. Si tu perds tes Vidal aussi. soldats, Arturo Vidal aussi, donc bah oui. qui va sûrement partir aussi. On parle de lui à l'Inter Milan notamment. Donc, Et le grand gagnant, ça reste Griezmann. Moi, je serais heureux pour Griezmann si Messi quittait Barcelone, qu'il puisse au moins s'exprimer de nouveau et exprimer son football. C'est parce que ce qu'il a vécu, et ça, on n'en a pas parlé, le comportement de Messi, ce qu'il a fait à Griezmann cette saison, c'est quand même scandaleux. C'est incroyable. Et c'est pour ça que je vous dis, Messi, le joueur, ok, mais le personnage dans le vestiaire du PSG, je sais pas. Moi, je il y a ne déjà suis pas pas mal très chaud. d'Hispaniques. Hein. Ils s'entendraient bien. Il y a pas mal d'Hispaniques. Hein. Il y a pas mal de joueurs Oui. d'Amérique du Sud. Bon, je Et puis, pense. il est très pote avec Paredes, Angel Di Maria. Bon, moins avec Icardi, hein, on connaît l'histoire. Euh, ça En aussi, tout ça peut. cas, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Mousse, parce que quand Ronald Koeman, le nouvel entraîneur du Barça, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas, quand il est arrivé, il a dit, quand on lui a posé une question sur Griezmann, il a dit, moi, déjà, Griezmann, il n'a jamais joué à son poste cette saison avec le Barça. Donc, c'est aussi intéressant de voir, parce que Griezmann aura les clés du jeu, sûrement, si Messi venait à partir. Donc, ça sera intéressant de voir, en tout cas, pour lui. Bon, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, la Gazette Lionel Messi va alimenter le mercato pour l'instant qui est très timide pendant tout le reste de l'été automne, on va dire. Donc on aura l'occasion d'en reparler s'il y a des informations qui sortent, évidemment. On va continuer sur la partie mercato, comme je vous le disais, mais avant de parler des dossiers ou des joueurs qui pourraient arriver du côté du Paris Saint-Germain, parlons d'un joueur qui est parti, qui nous a fait beaucoup de mal, c'est Thiago Silva, donc qui a signé pour Chelsea en Première Ligue. Et il y a l'agent de Thiago Silva, Paulo Tonietto, qui a accordé un entretien dans l'équipe aujourd'hui et qui explique que le club de la capitale a finalement tenté à la dernière minute de prolonger le défenseur brésilien. Mais c'est intéressant justement d'avoir les déclarations de son agent, je vous cite, et vous allez comprendre pourquoi. Je cite donc Paulo Tonietto, l'agent de Thiago Silva. Mardi dernier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la possibilité qu'il reste un an de plus. Thiago s'était déjà mis d'accord avec Chelsea, il ne pouvait pas faire marche arrière. Quand tu fais une telle proposition, tu dois en être convaincu. Un directeur sportif qui dit à un joueur qu'il ne veut plus et 2 mois plus tard qu'il veut le prolonger, comment prendre ça? Yacine, je te lance un peu dessus, mais c'est vrai que rappelons que Leonardo avait annoncé voilà, son intention de se séparer de Thiago Silva dès la mi-juin dans le JDD. Donc c'est vrai Ouais. qu'avec les déclarations qui viennent un peu corroborer tout ça, on se dit que c'est vraiment Leonardo qui n'en voulait plus et que voilà, Tourelle, lui, voulait tout faire pour le garder. D'ailleurs, il le dit Ouais. dans la suite de l'interview. De toute façon, nous, on le savait, parce qu'on l'avait déjà écrit, que Tourelle voulait le garder, mais que Leonardo, c'était non. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est. Alors, déjà, d'une, on avait dit que ça pouvait changer. Que Leonardo, avec les matchs de Thiago Silva, avec le marché, avec le Covid, etc., il pouvait peut-être revenir en arrière, on n'y croyait pas trop. Alors, ça reste les déclarations de l'agent. En tout cas, il a l'air d'avoir eu envie de revenir en arrière. Maintenant, le problème, c'est que ça veut dire qu'il a fait des déclarations avant qu'il a regretté. Ça veut dire aussi qu'il n'a pas réellement pesé le pour et le contre de ce qui va se passer sur le marché des transferts. Ça veut dire aussi que moi, je ne parle pas de manque de respect parce que je ne suis pas là-dedans. Mais par contre, en fait, il a pris une décision sans mesurer toutes les conséquences. En gros, lui, il avait dit, c'était qui l'avait dit à ce moment-là? C'était Meunier, je crois. Silva et Meunier, Silva et Kouassi. Cavani. Cavani, voilà. Et Kouassi aussi en même temps, oui, il avait Ouais, dit voilà. ça. Donc le truc, c'est que pour moi, c'est une erreur de Leonardo. Encore une fois, hein, pas dans le sens de ne pas garder Silva, parce que moi, j'avais dit qu'il fallait tourner la page de toute façon à un moment donné. Mais dans ses hésitations, dans ses retournements de situation, voilà, moi, j'ai l'impression que Leonardo, il y a quand même des choses qui dysfonctionnent un peu. Et il y a cette relation avec Tourelle, en fait, en fond avec tout ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui voulait le garder, l'autre qui ne voulait pas, l'autre qui a changé d'avis. Il y a des tensions sur le recrutement, sur ce qu'on doit faire. Je sais pas, moi, ça n'annonce pas très, très bien non plus. Ouais. Dans la suite de l'interview, justement, et Mou, je te lance dessus, Paolo Tonietto continue en disant dans un club, le directeur sportif et l'entraîneur doivent marcher ensemble. Ce n'était pas le cas. Tourelle a toujours voulu le garder. Celui qui ne voulait pas, c'est Leonardo, et c'est lui qui a le pouvoir. Même s'il n'avait pas signé avec Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il aurait pu accepter la proposition de Leonardo. Vu ce qu'il lui avait dit 2 mois plus tôt, cela aurait été plutôt humiliant.
Mousse, est-ce que Leonardo en fait est en train de se rendre compte que le marché des transferts s'avère plus compliqué que prévu pour trouver un défenseur central et que prolonger Thiago Silva d'un an n'aurait pas été une si mauvaise chose que ça? Pas du tout. Vous vous trompez complètement. Surtout toi, Yacine, tu te trompes, mon ami. Pas du tout. Il a pas du tout regretté parce que je vais vous expliquer quelque chose. Sur Silva, en fait, quand il arrive, Leonardo, au mois de juin, quand il revient, quand il récupère le poste de directeur sportif, il a déjà la réflexion de se dire, il voulait déjà peut-être même le faire partir l'été dernier, quand il était en plein mercato. Et d'ailleurs, à cette époque-là, rappelez-vous, il y avait la rumeur Koulibaly qui tournait un petit peu, etc. Et donc, lui, en fait, il a toujours voulu le faire partir. Ce qui s'est passé là, l'histoire du coup de fil, etc., c'est juste, il a fait, OK, bah, je vais faire l'effort, je vais le rappeler, mais vous verrez, il va dire non. Parce que de toute façon, Leonardo, il savait très bien qu'il était en train de discuter avec Chelsea, il n'est pas bête, il a les oreilles quand même, on lui dit des choses. Donc, il savait très bien qu'il y avait un accord entre Silva et Chelsea. Ce qu'il a fait, c'est juste pour dire à Tuchel, et sans doute Nasser El Khelaifi qui a dû le pousser en lui disant, ouais, tout de même, on pourrait peut-être lui rallonger une saison, il nous a emmené en finale, il a été un capitaine exemplaire, etc. Ce qu'il a fait, c'est qu'effectivement, il a dû le rappeler en lui disant, parce que de toute façon, il était hors de question qu'il lui donne 2 ans de contrat. Donc, il a dû le rappeler en lui disant, OK, nous, on veut bien qu'on te prolonge que d'un an, mais par contre, le salaire, il va falloir que tu fasses un gros, gros effort. Et pas ce qu'il a consenti à Chelsea, hein. Parce qu'à Chelsea, il a 7 millions, je crois. Avec les bonus, il monte à 10. Donc, le salaire qu'il a actuellement. Et au PSG, c'était impensable. C'était un an et au moins réduire de moitié les émoluments. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'était juste histoire de dire, bah, vous voyez, je lui ai proposé, il ne veut pas. Mais dans Ça. son esprit, il ne voulait pas du tout le prolonger. Ça ne l'intéressait pas. Mais à quoi ça sert alors de l'appeler une semaine avant pour alors qu'il Parce sait qu'il qu'il a un est patron qui d'accord s'appelle avec. Nasser. Nasser El Khalifi plus Tuchel, il a eu un peu de pression. Mais en gros, lui, ça ne le dérange pas de l'appeler. Parce qu'il sait très bien que ça ne va pas se faire. Il savait qu'il avait un accord avec Chelsea, que Chelsea proposait 2 ans avec un salaire plus qu'intéressant pour un joueur qui a aujourd'hui 35 ans. Donc non, mais Leonardo, il a fait le job. Mais Leonardo, il est très malin. Et moi, je vous le dis honnêtement, moi, j'adore ce côté-là de Leonardo, le côté pragmatique. Je donne une décision et je m'y tiens. Et c'est Leonardo qui a raison. Même si Silva il a fait une bonne saison, il faut tourner la page. On ne peut pas garder des joueurs 10 ans, 15 ans. Déjà, il en a fait 8, c'est assez rare. Il faut passer à autre chose maintenant. Et pour Cavani, c'est pareil, hein. J'adore Cavani pourtant. Mais pour moi, Leonardo, il est dans son rôle. Là, pour moi, il fait un très très bon travail. Pour ce qui est du mercato à venir, je suis d'accord avec Yacine. Là, par contre, il y a des choses à dire. Nico, tu penses pareil que Leonardo a fait le bon choix de prendre cette décision de ne pas prolonger Thiago Silva malgré le parcours avec des champions, malgré le fait que le marché de transfert va être compliqué? Ça va vous surprendre, mais non, je ne suis pas d'accord avec Mousse encore aujourd'hui, décidément. Euh, C'est bien, on a du ouais, débat, on a du débat, c'est bien. non, mais c'est bien de tourner la page, je suis d'accord avec Mousse. Et l'exemple de Cavani, par exemple, là, je suis d'accord avec lui. Cavani, depuis 18 mois, c'était beaucoup de blessures, du mal. On sentait que ça devenait compliqué, même s'il a mieux terminé avant le confinement. On décide de tourner la page, ça ne me dérange pas, parce que le joueur, il apporte moins de garanties. Thiago Silva, j'ai pas cette sensation, malheureusement. Je trouve qu'on tourne la page avec un joueur qui n'est pas du tout sur le déclin. Moi, je trouve encore que c'est le meilleur défenseur de l'effectif du PSG cette saison. Et je vois pas en quoi pousser d'une ou deux saisons avec lui était gênant. Alors, si l'aspect économique est le critère numéro un, je veux bien l'entendre. Ok, dans ce cas-là, on n'a plus les moyens, on doit faire des économies cette saison pour payer Messi notamment, donc il n'y a pas de souci. Mais si c'est que sportif, moi j'avoue que ça me. Ouais, je suis frustré de ce départ de Thiago Silva. Je pense il en a encore sous le pied. D'ailleurs, on verra à Chelsea, mais je suis sûr que 2 saisons de plus avec Thiago Silva sur des conditions salariales, on va dire, acceptables. Moi, sportivement parlant, encore une fois, ça m'aurait pas du tout choqué. Yes, yes. Ouais, il y a juste un truc, c'est que malgré tout, il y a eu encore cette année le match à Dortmund où il a joué très bas. Il y a eu le match contre l'Atalanta où il y a eu certaines situations. Moi, je l'ai revu encore une fois. Il y a des situations où il est très bas encore une fois. Il a peur. Après, il est mieux quand il y a la sortie de Papou Gomez, l'entrée d'Mbappé. Atalanta recule et lui, il avance un petit peu plus. Il y a ce côté-là malgré tout. Et moi, je voudrais dire, c'est que le problème, c'est qu'à un moment donné, en fait, tu ne peux pas mettre Thiago Silva sur le banc. Donc, il fallait laisser s'épanouir Kimpembe et Marquinhos parce qu'en plus, ils sont jeunes, parce qu'en plus, ils ont de l'avenir et ils ont montré que dans les gros matchs, ils savaient répondre présent. Et la dernière chose, c'est que dans tous les clubs, en fait, dans les clubs aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas trois grands centraux de très haut niveau.
Voilà. Parce que les entraîneurs, ils veulent plus de ça. Cette concurrence-là, elle est trop compliquée à gérer. Parce que dans les joueurs, en fait, ces joueurs-là, ils veulent jouer les gros matchs. Et finalement, dans les gros matchs, ce qu'a fait Tourelle, c'est de la géopolitique aussi, hein, de vestiaire. Quand il a mis Marquinhos, ouais, en 6. bah oui, c'est pour dire je peux pas te mettre derrière parce qu'il y a Silva, donc il faut que je te mette quelque part. Et en fait, on fait du bricolage. À un moment Et donné, Yacine, c'est aussi pour ça que Leonardo, je pense qu'il en veut plus. oui. Parce que si tu le gardes, Tuchel, il l'aime tellement, mais qu'il aurait été Pas titulaire jouer. toute la saison au centre, il aurait foutu Marquinhos. Et Leonardo, c'est pas un grand fan de Marquinhos au milieu. Et encore une fois, tu le sais mieux que moi, Yacine. Leonardo, c'est un ancien joueur, un ancien coach qui aimait le beau jeu. Ouais. Et quand il voit le milieu de terrain commence à jouer avec Marquinhos devant la défense, bah, il est dépité. Et je pense aussi que c'est une des raisons pour laquelle il n'a peut-être pas voulu prolonger Silva, en se disant si je garde encore Silva, l'Allemand, il va nous remettre Marquinhos au milieu. Lui qui essaye de recruter un ou deux milieux de terrain, c'est pas une bonne affaire pour Leonardo aussi. Donc il y a aussi ce paramètre-là. C'est pour ça que je disais ça au début, c'était que Ouais. pour moi, tourner la page Silva, c'était le moment. J'avais juste parlé de cet appel qui était bon, voilà. Mais sinon, tourner la page, c'était le moment. Voilà, je pense que on a quand même deux très bons défenseurs centraux, en plus qui jouent dans un football d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui défendent en avançant, qui sont agressifs, qui vont vers l'avant. Kimpembe, je le trouve de mieux en mieux dans la relance. Voilà, je pense que c'était le moment. Après, effectivement, malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est si on a blessé à un moment donné, qu'on se retrouve avec Kerr ou Diallo dans l'axe, ouais, peut-être qu'on va se dire, ah, si on avait eu Silva, mais Silva sur le banc, il n'aurait pas accepté de rester sur le banc. Moi, je trouve que les gens sont durs avec Diallo quand même, parce que c'est pas un mauvais footballeur, Diallo. Mais on l'a pas beaucoup vu parce qu'il avait pas mal de blessures, mais moi, je trouve les gens un peu durs avec Diallo. Ils ont des craintes, mais moi, ça reste un bon défenseur central, hein, Diallo. Il faut lui laisser une deuxième saison. C'est physique le problème, Mousse. Diallo, Oui, oui, bien moi aussi sûr. j'aime bien Diallo. En plus, il peut jouer à gauche. C'est un joueur qui est assez complet. Mais comme le dit Yacine, si demain tu as un blessé et que derrière les remplaçants ils sont pas en forme, tu fais comment? L'avantage de garder Thiago Silva On ne le cette sait pas, saison, de toute façon, c'est de la fiction. De toute façon, pour l'instant, on ne peut oui, pas voilà, savoir pas de la la réponse. fiction, on a vu la saison de Diallo. Il est quand même très souvent absent sur la première saison. Kerrer aussi, il a eu son lot de blessures. Donc tu pars avec deux remplaçants potentiels qui aujourd'hui t'offrent aucune garantie sur leur présence sur une saison complète. Donc il y a un risque. Et puis l'autre intérêt de garder Thiago Silva, c'est que tu n'avais pas besoin de recruter. Effectivement, là, pour moi, c'était important. Si derrière, tu es capable d'aller prendre une recrue supplémentaire parce que tu estimes que tu en as besoin, tant mieux. Et encore une fois, je suis d'accord, tourner la page, il n'y a aucun problème. Leonardo, il a décidé, il le fait, ça c'est très très bien. Peut-être qu'une année de plus, moi je vous dis, c'était peut-être pas par rapport au contexte la bonne année. Il y a un risque, je trouve. Aujourd'hui, il y a un petit Et risque. lui, Nico, il voulait pas un an, il voulait vraiment 2 ans Ouais, catégoriques. dans ce cas-là, effectivement, après Leonardo, il a été droit dans ses bottes. Mais ça me choque pas, je t'ai dit, qu'on tourne la page de ce genre de joueur. Je me demande juste si c'était vraiment cette année qu'il fallait le faire. Est-ce qu'il fallait pas encore attendre une année pour pas prendre de risque? Mais bon, après, ça, on peut pas le savoir aujourd'hui, hein. Vous oubliez quand même que Abdou Diallo, c'est le joueur qui a réhabilité Neymar, hein. C'est lui qui lui fait le centre, qui met ce but magnifique, se retourner contre Strasbourg et qui fait retourner le parc. Donc voilà, rien que pour ça, Abdou Diallo, on t'embêtera pas cette année. On te laissera le temps de revenir. Et je voulais aussi quand même vous parler, parce que dans la même interview accordée à l'équipe, hein, l'agent de Thiago Silva, Paulo Tonito, il a mis encore une bonne cartouche. Cette fois, c'est pas à Leonardo, mais c'est à un ancien entraîneur du Paris Saint-Germain qui est passé sur le banc parisien entre 2016 et 2018. C'est Unai Emery. Je voulais quand même vous la citer parce qu'elle est assez forte, la déclaration. Alors, je vous cite l'agent de Thiago Silva. Le PSG a perdu 2 ans le jour où il l'a recruté. Il a été un terrible entraîneur pour le PSG. S'il avait eu un coach d'une autre trempe pendant ces 2 ans, le PSG aurait déjà remporté la Ligue des Champions. Et après, l'agent du nouveau joueur de Chelsea estime que Emery, fraîchement nommé entraîneur viral, est le premier responsable de la remontada. Et de conclure, c'est un beau coach pour jouer la Ligue Europa, pas la Ligue des Champions. Le costume était trop grand pour lui. Est-ce que vous êtes quand même d'accord avec ça? Mousse, je vois dubitatif. Non, mais il défend son poulain. On se rappelle tous qu'Emery avait décidé de mettre Kimpembe à la place de Silva. Donc après, qu'il ait son avis sur Unai Emery, il a le droit de penser que c'est pas un coach taillé pour le PSG. Je pense aussi qu'il a fait des erreurs au PSG, mais ce jour-là, il n'avait pas fait d'erreur. Et il avait raison. Il avait ciblé ce que tout le monde avait dit sur Silva. C'est quelqu'un qui recule sur un terrain et qui finit par jouer avec un bloc très très bas. Et ça, c'est pas, enfin, on n'est pas le seul à le dire, hein. Ça avait été observé par tous les commentateurs. Le jeu de Silva, il est comme ça. Donc, c'est de bonne guerre, hein, qui répondent. Maintenant, voilà quoi. Emery, est-ce qu'il a des choses à prouver, Emery? Franchement. Oui, parce que moi, je peux vous sortir des déclarations de très très grands joueurs qui encensent Emery aussi. Donc, tu trouveras à boire et à manger sur Emery. Mais après, moi, ça ne me gêne pas. Il défend son joueur.
c'est normal. Par contre, ce qu'il dit, c'est pas, voilà, c'est pas complètement vrai. Je te voyais sourire, Elias. Tu partages un peu la même, la même analyse? Non, et alors, il y a l'histoire du tacle, je pense que c'est une vengeance sur l'interview de France Football. Maintenant, ce qui est vrai, c'est Par rapport à quoi, l'activité de France Football, que les gens ils sachent? C'est Emery Emery qui qui a avait. France Football en disant finalement, ce match-là, c'est la faute de Silva parce que Silva, il recule souvent. On en a beaucoup parlé, il m'a jamais écouté. Voilà. Euh, Moi, je pense que ça, c'est la vengeance. Après, sur l'histoire de. En fait, les deux sont vrais. C'est-à-dire que, oui, on a constaté que Silva reculait souvent quand ça devenait difficile et qu'il voulait jouer très bas, etc. Mais effectivement, moi, je l'ai dit avant déjà, Emery, c'était pas le coach du PSG parce que quand il est revenu sur la façon de voir les choses, notamment ce qu'il avait envie de mettre en place sur le terrain, en fait, il avait déjà perdu. Et donc, le problème, c'est un peu à l'image de Sétienne à Barcelone. En fait, le PSG, c'est un club où il faut faire de la politique, où il faut être capable d'amener les joueurs dans un style de jeu, mais en leur faisant croire que c'est eux qui décident, etc. Et il y a des entraîneurs qui ne sont pas capables de le faire parce que c'est des entraîneurs qui ont leur idée. Et en fait, c'est tout blanc ou tout noir. Et Emery, il est là-dedans, c'est-à-dire que c'était cette idée de jeu. Quand les joueurs lui ont dit, nous, on veut revenir à la possession, en gros, il n'a pas fait de demi-mesure. Ok, bah, vous reprenez la main, les joueurs ont repris la main. Quand tu laisses la main au joueur, t'es mort. Voilà. En fait, Emery, c'est un peu comme Lopetegui, c'est des entraîneurs dogmatiques, tu vois. Voilà. Et un peu aussi comme Benitez, tu vois, ce genre. C'est des coachs qui peuvent imposer des choses à des groupes en construction, à des clubs comme Séville, où par exemple, tu perds 2 matchs de suite, on va rien te dire. Mais il y a des malheureusement, tu vois, par exemple, le Barça, avec ce qu'ils avaient connu avant, tu pouvais prendre n'importe qui, même un Capello de la grande époque, je parle, qui serait venu amener quelque chose de plus costaud, plus solide. Ça n'aurait pas marché. Parce qu'il faut à un moment donné, quand tu changes d'identité de jeu comme ça, il faut changer les joueurs. En tout cas, certains et dont les cadres. Emery s'est tapé tous les cadres. Hein. Il avait du Cavani, du Motta, du Verratti, du Silva. Il n'y avait pas de changement. En plus, il n'avait pas Par contre, il n'a pas eu Ibrahimovic, tu vois, il n'a pas été remplacé voilà. quand il est parti. Et ça aussi, voilà, c'était Ah, c'est pour ça que ce que dit l'agent de Thiago Silva est vrai. Les 2 ans, moi j'étais fan d'Emery, hein. Enfin, j'aime bien cet entraîneur, j'aime bien ses idées de jeu. Mais oui, le PSG a perdu 2 ans avec lui à partir du moment, comme le dit Yacine, où il arrive avec un projet de jeu. À partir du moment où il y renonce pour donner le pouvoir aux joueurs, il ne servait plus à rien, Emery. Donc effectivement, c'est 2 ans de perdu, quelque part. sur ce que tu dis, Nico, le fait qu'il avait un projet de jeu, enfin, il nous l'avait expliqué, puisqu'on l'a eu pendant 1 heure en entretien. Et qu'en fait, lui, quand il arrive, pour lui, le premier nom qu'il coche pour faire son équipe, c'était Javier Pastore. Il voulait jouer en 4-2-3-1 avec en meneur de jeu Javi Pastore. Et en fait, c'est l'année où vraiment Pastore commence parce qu'il commence vraiment à squatter l'infirmerie. Il a squatté un peu moins avant l'arrivée d'Emery. Il a beaucoup joué sous blanc Pastore. Et du coup, Emery, lui, s'est dit voilà. Mais en fait, avec sa fragilité physique, il a vite renoncé parce qu'il savait qu'il n'allait pas pouvoir compter sur Pastore. Et que finalement aussi, vous avez raison, parce il a un peu fait marche arrière. Vous vous rappelez d'un match où Silva était parti lui parler en lui disant ouais, on ne comprend pas, Kurzawa aussi, il a émis des consignes, etc. Et puis finalement, il était revenu à un 4-3-3 que tout le monde connaissait, tout le monde maîtrisait. Et évidemment, parce que le 4-2-3-1, il aurait pu le maintenir en mettant d'autres joueurs. Hein. Il aurait pu. D'ailleurs, il avait essayé Verratti en 10. Ouais. À Monaco. Et puis Draxler est arrivé après. Il aurait peut-être même pu essayer avec Draxler. Voilà. Mais bon. Après, Emery, c'est. Le match d'Emery, voilà, je me rappelle de ce premier match contre Lyon au Trophée des Champions, où tu as une équipe qui va à 2000 à l'heure devant, c'est de la transition, c'est un jeu plaisant. Et ça, c'est pas forcément qu'un choix d'homme, c'est aussi un projet de jeu. Et c'est ce projet de jeu-là qu'il a vite abandonné parce que bah, tu as des mecs qui veulent pas faire les efforts, tu as des mecs qui veulent pas cavaler partout, qui veulent pas être en transition, qui veulent tripoter le ballon un quart d'heure derrière avant de passer devant. Et c'était là où tu sentais que la patte de Laurent Blanc, elle était très compliquée à effacer du jour au lendemain. Et encore une fois, Emery, ce qu'il fait, c'est bien, mais c'est là où l'agent Thiago Silva a raison. Il n'était pas fait pour le PSG parce qu'il a pas le costume pour dire aux joueurs, bon, bah, maintenant, on va faire comme je le veux. Non, l'erreur, pour finir sur Emery, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour parler des autres postes, l'erreur du PSG, en vérité, c'est vrai. Ils n'auraient peut-être pas dû le maintenir après le 6-1. Après un traumatisme pareil, c'est difficile de repartir. Alors, en plus, tu as gardé les mêmes joueurs l'année d'après. C'était les mêmes joueurs. Je pense que c'était. Et pourtant, encore une fois, moi, j'aime beaucoup Emery parce que, en dehors du côté sportif, moi, je trouve que c'est quelqu'un de très honnête et humainement, c'est un bon mec. Et dans le foot, des bons mecs, il n'y en a pas forcément beaucoup.
Après, évidemment, moi, encore une fois, il a fait beaucoup d'erreurs. Il aurait même, encore une fois, il aurait peut-être dû partir après la remontada. Mais humainement parlant, c'est quand même c'est un chic type, ce gars. Voilà. Oui, j'ai bien fait de vous donner la déclaration, ça a ouvert les débats quand même. On en a parlé pendant une dizaine de minutes, donc c'était intéressant. Refermons le chapitre Unai Emery et concentrons-nous sur le mercato du Paris Saint-Germain, qui est pour l'instant très calme, à l'image de la majorité des clubs en Europe. Dans les pistes qui sont évoquées du côté du Paris Saint-Germain, on le sait, hein, les postes prioritaires renforcés, c'est le poste d'arrière droit et le poste de milieu de terrain. Dans les pistes en tant qu'au poste d'arrière droit, on parle pas mal de le chapitre Amari Traoré, hein, de défenseur de Rennes, apparemment est refermé. Maintenant, c'est plus une piste d'actualité. On parle de Léo Dubois, on parle de Timothy Castagne, hein, le latéral de l'Atalanta, mais d'après l'information de la RTBF, hein, le média belge, hein, qui sort ce matin que le latéral de l'Atalanta devrait rejoindre Leicester City pour un montant oscillant les 20 millions d'euros. Donc, ça serait une piste pour le Paris Saint-Germain qui s'éloigne. Yacine, c'est vrai que le dossier de l'arrière droit, pour parler de celui-là, pour l'instant, est assez compliqué pour l'instant par rapport au profil du joueur qui coûte cher sur le marché et les finances du Paris Saint-Germain qui, malgré le fait qu'ils ont économisé beaucoup sur la masse salariale avec les départs de joueurs comme Cavani, comme Thiago Silva, comme Choupo-Moting et autres, il faut quand même trouver le bon profil et c'est compliqué. Ouais, parce qu'encore une fois, le poste de latéral et des deux côtés, en fait, c'est un poste qui est malgré tout en déficit dans le monde du football. C'est ça. Les très bons latéraux, il n'y en a pratiquement plus. En fait, ils sont. Ouais, on leur demande d'être des contre-attaquants. On voit beaucoup de latéraux qui sont très offensifs, mais en fait, des très bons latéraux. Encore une fois, moi, je suis désolé, mais je reprends toujours pour le plus proche de nous, Maxwell. Voilà, c'est ce qui se faisait de mieux en termes de compétences globales sur le poste. Il n'y en a plus. Soit on a des mecs très offensifs qui apportent beaucoup devant mais qui ne savent pas défendre. Soit on a des mecs qui sont d'anciens défenseurs centraux qu'on replace sur le côté en se disant bah, ça amène au moins de la solidité. Voilà, c'est un poste qui est très compliqué et c'est pour ça que, encore une fois, c'est là où ton centre de formation il doit te servir. Tu dois avoir des joueurs capables de rentrer dans la rotation, de s'imposer tranquillement avec des spécificités, avec les spécificités du poste, parce que Kerrer, je le critique beaucoup, il n'y a pas de problème. Malgré tout, c'est pas son poste. C'est pas son poste de formation. Et c'est même son troisième poste, c'est-à-dire Kerrer, c'est un joueur qui peut jouer défenseur axial, milieu défensif ou latéral droit. Mais dans l'ordre, c'est défenseur axial, milieu défensif et dernier latéral droit. Et en fait, avec nous, il fait sa saison latéral droit alors que c'est son dernier poste. Donc, c'est compliqué. Moi, je pense que de toute façon, le marché, il est très réduit et en plus, il est très cher. Timothy Castagne, bon joueur. Hein. Moi, 20 millions, je suis désolé. Pour moi, c'est. Alors, je sais que c'est les prix d'aujourd'hui, mais c'est cher pour un joueur comme ça. Je rappelle quand même c'est la première ligue aussi, Yacine. Hein. C'est les prix première ligue. Bien sûr. Mais ça veut dire qu'il faut t'aligner. C'est pour ça que je dis ça. En Italie, si l'Atalanta l'avait vendu à un autre club italien, moitié prix, hein, 10 millions, voilà. 12 millions. Paris l'avait acheté 8. Voilà, pour moi, latéral, c'est ce prix-là. Tu peux pas mettre 25 sur un joueur comme ça. Donc voilà, ça va être compliqué. Ouais. Il y a aussi Achraf Hakimi, par exemple, qui rejoint l'Inter pour 40 millions d'euros, donc c'est très très cher. Et tu le disais, c'est intéressant parce qu'il faut avoir un centre de formation performant. On le voit avec Trent Alexander-Arnold, pour l'instant du côté de Liverpool, qui est formé. Dani Carvajal, qui est aussi une des références, qui est formé au Real Madrid. Donc quand tu as un centre de formation qui est talentueux, que tu arrives à sortir des joueurs, regarde. Il y a un joueur, il y a Colin Dagba, mais voilà, on l'a tous dit déjà, il n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain, etc. Donc c'est un des pistes prioritaires, Mousse. Non, mais pour Castagne, le fait que si vraiment Leicester le prend, est-ce que ça veut peut-être dire qu'ils veulent peut-être se séparer de leur très bon latéral droit? Et ça a été un nom qui a été cité du côté aussi du Paris Saint-Germain. Sait-on jamais? C'est peut-être un jeu de chaise musicale. Et ce que disait Yacine est vrai, que ce soit à gauche ou à droite, c'est compliqué aujourd'hui le poste de latéral. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de coachs qui transforment des ailiers en latéraux parce que peut-être par manque de moyens ou pour intégrer les joueurs. On avait parlé la dernière fois avec Garcia qu'il avait fait à Marseille avec Bounassar et peut-être avec un meilleur résultat avec Cornet aujourd'hui. Même si évidemment il joue dans une défense à 3, donc il est un peu plus haut, mais c'est vrai que force est de constater que pour Cornet en tout cas ça fonctionne plutôt pas mal et quand tu n'as pas de moyens, ça reste aussi une solution. Maintenant, les pistes à droite, il n'y en a pas énormément du côté du PSG. Et j'ai même envie de vous dire que aujourd'hui, Leonardo, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Quoi. Il y a quelques discussions, mais il n'y a absolument rien de concret, que ce soit sur les postes de latéraux et sur les postes du milieu de terrain qui à mes yeux, sont les plus importants à combler. Et en plus,
Ouais. Par-dessus le marché, il a un nouveau problème parce que l'ami Juan Bernat, aujourd'hui, qui a J'allais pris un dire. peu plus de volume. Ah bah Ouais. vas-y alors. Ouais, Je te non, bah laisse. justement, je voulais te. Ouais, Yas, tu Non, voulais. juste avant de laisser la parole, je voulais préciser pour Cornet et Bounassar, en fait, c'est exactement ce que j'expliquais, c'est-à-dire, j'ai pas de latéraux, donc je vais mettre un ancien attaquant en me disant, il va au moins m'apporter offensivement. Voilà, les deux vont plutôt vite, ils compenseront leurs lacunes défensives avec leur vitesse, et puis on se débrouillera comme ça, en fait. C'est ça, aujourd'hui, c'est la démarche, elle est là. C'est pour ça qu'elle est pas bonne. Ouais. Il y a aussi un exemple aussi, m'a dit Ligue 1, Renaud Ripard, l'attaquant de Nîmes, qui est aussi mis à ce poste d'arrière droit depuis quelques matchs. Tu vois, il a joué en tout cas à ce poste-là hier. Il avait déjà fait jouer Bernard Blacard, le nouvel entraîneur de Nîmes. Et voilà, il y a aussi, voilà, ils essayent de plus en plus de trouver des solutions, peut-être dans leur Et effectif. Tourelle avait essayé Herrera, pareil, quand on Pas à était leur poste de un peu en galère. prédilection. Mais, C'est Arpinon, l'entraîneur. C'est Arpinon, l'entraîneur de Nice. ouais, Arpinon, voilà, c'est parce que c'est l'adjoint de Blacard, j'avais plus le nom en tête. Mousse, avant de parler des milieux de terrain avec Nico, tu as une information à nous donner sur une prolongation de Juan Bernat qui bloque un peu pour l'instant avec le Paris Saint-Germain. En fait, ça négocie depuis un bout de temps, même avant le Covid, il y avait déjà eu quelques échanges. Alors évidemment, Leonardo et Thomas Tuchel veulent absolument le conserver. Le problème, c'est que Juan Bernat, lorsqu'il était en Allemagne, il a très peu joué parce qu'il s'était grièvement blessé et puis il y avait quand même du lourd à son poste au Bayern Munich. Et puis ensuite, c'était un pari pour le PSG. À l'époque, Antero Henrique, il fait un pari parce qu'on n'avait pas de certitude sur son niveau, sur le fait qu'il puisse revenir à des matchs de très très haut niveau, et notamment en Ligue des Champions. Alors évidemment, ça n'avait pas coûté très cher, moins de 10 millions d'euros. Par contre, Enrique, pour ne pas prendre de risques, il avait fait un contrat de 3 ans. Logiquement, pour un joueur comme Bernat, tu le fais signer 5 ans. Mais avec les doutes qui l'accompagnaient, il n'a pas pris de risque. Mais on s'est vite rendu compte que finalement, après des débuts un peu poussifs, c'était quand même bien, plutôt même très bien. Et qu'aujourd'hui, à ce poste-là au PSG, il est quasiment indispensable. Et aujourd'hui, il est en position de force, l'ami Bernat. Il lui reste un an de contrat. Il y a Barcelone qui lui fait les yeux doux. Lui qui a quitté l'Allemagne il y a maintenant 4 ou 5 ans, quitté l'Espagne, pardon, je sais que ça lui manque un peu. Donc voilà, tu prends tous ces paramètres, et Leonardo, il n'est pas en position de force. Parce que Bernat a des propositions ailleurs. Il a un petit salaire au PSG. Alors, il doit être à 3,5 millions d'euros par an, ce qui le place dans les salaires les plus bas. À titre d'exemple, je l'avais mis dans l'article, Abdou Diallo, qui a très peu joué, il est quasiment au double. Il a 5,5. Donc, mettez-vous à la place de Bernat. Tu es efficace. Tu joues plein de matchs. En Ligue des Champions, tu brilles. Tu as récupéré une place en équipe nationale. Donc, tu es redevenu un international. Donc, ta valeur monte. Lui et son agent, Donc, ce qu'il réclame, c'est d'avoir un salaire dans le haut du panier de l'effectif parce que c'est un joueur important, parce que Tuchel considère que c'est un joueur important. Donc, ses agents ne veulent rien entendre. C'est soit ils acceptent ce que demandent, et j'imagine qu'ils ont dû demander le double de ce qu'il touche aujourd'hui, soit il partira. Ouais. Par contre, de ce que je sais, c'est que Leonardo n'est pas prêt à lui offrir ce qu'il veut. Donc, tu vois, on pourrait aussi perdre Juan Bernat cet été. Pour l'instant, c'est en bisbille entre le clan de Bernat et le club. Et je sais qu'il y a des noms qui circulent au cas où pour le remplacer. Il a déjà pris contact avec l'entourage de Reguilón, qui a fait une super saison à Séville. Et il y a un moment aussi, pareil, il avait pensé à Tagliafico de l'Ajax. Mais je sais que Tagliafico et Bernat sont eux aussi sur les tablettes du Barça. Donc, toujours pareil. Problème très difficile de trouver un bon latéral. Ouais, ça va être un jeu de chaises musicales. Nico, je voulais venir avec toi sur les milieux, mais je vais même monter d'une ligne parce que c'est intéressant d'en parler en début d'émission avec le Barça. Il y a une possibilité, j'ai vu revenir l'information, notamment de nos amis de Gaulle, et qui a été repris aussi par l'émission Téléfoot dimanche, en annonçant que Luis Suarez était possiblement une recrue qui pourrait se faire du côté du Paris Saint-Germain en attaque. Alors pourquoi? Parce que le Barça et son nouvel entraîneur, Ronald Koeman, on le disait, ne compte plus du tout sur l'attaquant uruguayen. Et donc, le Barcelone, via Koeman, lui aurait signifié le fait qu'il ne comptait plus du tout sur lui et pourrait même se retrouver libre de tout contrat et voilà, casser son contrat à l'amiable avec le club pour pouvoir signer où il veut. Apparemment, Neymar essaierait de le convaincre de rejoindre le PSG. Est-ce que pour toi, pour une attaque qui est un peu décimée du côté du PSG, décimée dans les remplaçants, je parle évidemment, parce qu'on le sait, voilà, on le dit tout le temps,
le Paris Saint-Germain doit compter sur un effectif et un banc de qualité pour aller loin dans toutes ces compétitions. Est-ce que Luis Suarez en doublure, ou alors en titulaire à la place d'Icardi, je ne sais pas, toi, sur le papier, en tout cas, ça te convaincrait? Oui, sur le papier, c'est pareil. Avoir un Suarez plutôt qu'un Choupo dans la rotation, oui, c'est bien. Après, ça me semble complètement incongru comme idée parce que tu viens de lâcher 55 millions sur Icardi pour l'installer comme titulaire de ton attaque. Tu sais qu'avec Cavani, bah, c'était pas évident à gérer parce que c'est difficile d'en mettre un des deux sur le banc avec leur statut. Et donc, tu vas te remettre une épine dans le pied en prenant un Suarez tout de suite, qui va forcément te poser des problèmes parce que comment tu peux justifier de ne pas faire jouer un Suarez? Enfin, ça me semble complètement improbable. Après, ouais, c'est un super attaquant. C'est plus le Suarez d'il y a quelques années, mais ça reste une valeur sûre en Europe. Je ne pense pas aujourd'hui que ce soit une logique sportive qui en fasse une priorité. Je ne comprendrais pas. Honnêtement, j'aurais du mal à comprendre cette arrivée. Yes, un Uruguayen peut en cacher un autre. On a lâché Edinson Cavani qui a 33 ans pour un autre Uruguayen de 33 ans, Suarez. Est-ce que sportivement, c'est une bonne piste pour le Paris Saint-Germain? On a dit assez qu'il fallait renouveler l'attaque, etc. Donc, Moi, franchement, ça va être clair. C'est non, parce que, en fait, déjà, Suarez, c'est très cher pour ce qu'il vaut. Il a des kilos en trop. Alors, si en plus, il est sur le banc, quand on va avoir besoin de lui, je ne sais pas à combien de kilos il va être en plus. Parce que Suarez, c'est quand même un joueur qui a besoin, en fait, d'enchaîner les matchs. Et là, il ne vient pas pour ça, à la balle. Donc, non, non, non et non. Bah oui, parce que, en fait, le truc, c'est quoi? Alors, juste une petite parenthèse sur Coman. Coman, il a marqué le but de la Ligue des Champions pour battre le PSG. J'ai vu des milliers de tweets. Ah ouais, vous avez vendu Coman, vous l'avez lâché, il était dans votre centre. Sauf que Coman, il devient le joueur qu'il est parce qu'il est parti à la Juve 1 an et au Bayern après. Personne n'a de certitude sur ce qu'il serait devenu en restant au PSG. C'est comme ça le football. Et on n'est pas les seuls, ça arrive à plein de clubs. Sauf qu'avec Paris, on adore remettre ça sur le tapis. Moi, ce que je pense surtout, et je ne parle pas par rapport à Coman, je pense qu'à un moment donné, malgré tout, si c'est pour prendre des doublures, il va falloir prendre des doublures qui viennent de ton centre, leur donner une chance. Parce que Choupo-Moting, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai toujours dit, super mec, machin. Mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de donner du temps de jeu à un jeune du centre pour faire ce qu'a fait Choupo-Moting, marquer 5 buts en 2 ans? Je pense que si. Quand je vois Higuaín jouer, par exemple, à la Juve, moi, je me dis, honnêtement, Higuaín, aujourd'hui, tu me le proposes, mais je prends Pembele, je lui donne du temps de jeu, on verra bien ce qui se passera. Et regardez. je peux parler de Kalimundo plutôt, non, parce que Pembele, il est arrière-gauche. Ouais, Kalimundo, excuse-moi. Non, en fait, je parlais de Pembele tout à l'heure et du coup, c'est resté. Donc voilà, et à un moment donné, je pense qu'il faut te servir de ton centre dans ta rotation et voir ce que tes joueurs sont capables de faire. On est là, en France, à tout le temps s'extasier devant Ansu Fati, devant Riqui Puig. Ah ouais, t'as vu, au Barça, on donne du temps de jeu à des joueurs de 17 ans. Mais nous aussi, on est capable de le donner maintenant, mais faites-le. Vous avez une équipe type, ou en tout cas 13-14 joueurs, avec Di Maria, Sarabia, etc. devant. Voilà, tu joues un match, de temps en temps, tu mènes 3-0 à la 60e, tu lui donnes du temps de jeu. Un match après la Ligue des Champions, quand tu commences à avoir de l'avance en championnat, tu lui donnes du temps de jeu. La Coupe de France, tu lui donnes du temps de jeu. Voilà, et puis peut-être que le joueur, il va se révéler, et puis tu vas dire, tiens, finalement, c'est peut-être même mieux qu'un remplaçant. Voilà, arrête. Bon, sur ce... Est-ce que Mousse faut arrêter d'aller chercher des joueurs à 6-7 millions? Moi, quand j'entends, je suis désolé, mais quand j'entends Diallo à 5,5, si je suis directeur sportif, je suis désolé. Mais je parle pas du niveau de Diallo, hein, Moussa. Mais c'est pareil pour Kerrer, c'est pareil. Moi, il y a des joueurs, je suis désolé, de leur donner 5 ou 6 avec des niveaux comme ça, il y a mieux à faire. Non, juste sur Suarez, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est des manipulations d'agents. À partir du moment où Koeman lui a dit je compte pas sur toi, il faut bien lui trouver un point de chute. J'imagine que ça va pas être difficile de lui retrouver un club. À la Suarez, il a quand même une certaine cote, même si ces derniers temps, tu le sens un peu lourdeau sur le terrain. Mais moi, pour le Paris Saint-Germain, mais je crois pas une seconde. Que ce soit en termes de salaire. D'abord, on a un autre attaquant argentin. Donc, on en fait quoi exactement? Parce que moi, je suis désolé, hein, Suarez, tu ne le fais pas venir pour aller sur le banc. Hein. C'est pas possible. Hein. Ça, c'est un mec qui va te foutre un bordel dans le vestiaire. C'est mort. Si tu le fais venir, c'est pour qu'il joue. Mousse, c'est pas pour le mettre en doublure. Hein, pas argentin. Hein. Pardon? Il a parlé d'Icardi. Non, je parlais d'Icardi. Je t'ai dit, on a déjà un attaquant argentin. Icardi. Et tu veux faire venir encore Suarez. C'est ça que je parlais. D'accord, ok. Tu avais mal compris, mon ami. J'ai cru que tu prenais avec le pour un argentin. Vas-y. Non, je disais. Non, je t'en prie.
Je disais juste qu'effectivement, quand tu as Mauro Icardi que tu viens de faire signer, et déjà, ça ne se passe pas très bien avec le coach. Et ça, c'est un point de dilemme entre Thomas Tuchel et Leonardo. Donc, tu vas encore te ramener encore un deuxième problème. Ramener un joueur parce que s'il quitte le Barça, c'est parce qu'il ne va plus jouer. Donc, il va chercher un club où il va pouvoir rejouer. Et ce ne sera pas au Paris Saint-Germain. Et je ne crois pas que ce type d'attaquant plaise aussi à Thomas Tuchel. Ouais. Donc, moi, ça, j'y crois pas un instant. Est-ce que, Nico, tu penses que on peut passer au poste du milieu de terrain, comme piste évoquée, il y a Marcelo Brozovic, le milieu de l'Inter Milan, de 27 ans, Milinkovic-Savic, qui est évidemment dans les petits papiers du PSG, mais aussi de beaucoup de clubs et qui coûte assez cher. Est-ce qu'il faut se servir du centre de formation? On a vu des joueurs qui ont joué dans les matchs amicaux, comme Kai Ruiz, comme Xavi Simon, comme Edouard Michou aussi. Est-ce qu'il faut se baser sur comme ça des joueurs pour intégrer l'effectif dans un mercato qui va être très sinistré cet été? Oui, tu peux, comme le dit Yas, tu peux les faire un petit peu rentrer dans de la rotation, mais c'est un peu léger encore. Le petit Michou, moi je le connais bien, il était dans le lycée de mon fils, donc c'est un homme que j'ai eu l'occasion de voir. Mais vous l'avez vu contre Sochaux, il fait 50 kilos, c'est une crevette encore. Ils sont pas prêts, c'est un peu tôt. Oh, Verratti, quand il a démarré, il ne devait pas être bien loin. Oh, il était un peu plus large, hein. Non, mais tu vois, il faut pas les griller non plus. Il faut trouver le juste milieu, c'est pas évident. Après, moi, je n'ai pas compris qu'on laisse partir l'an dernier un petit Diaby, par exemple, parce que voilà, c'était l'exemple parfait du petit jeune qu'on arrive à intégrer dans une rotation et puis qui commence à progresser et tu vois vraiment quelque chose. Enfin, tu sens qu'il y a du potentiel. Il y en a plein des jeunes au PSG qui ont de temps en temps fait des apparitions, et puis tu sens que ça va rien donner. Il y en a certains, effectivement, c'est dommage, mais tu peux pas lancer un môme de 17 ans qui n'est pas prêt. S'il est prêt physiquement, s'il arrive à maturité, comme on a pu voir avec certains jeunes du Barça, oui, tu peux tenter le coup. Tu peux pas lancer un gamin qui n'est pas morphologiquement prêt. Il faut faire attention à ça. Donc, par contre, oui, comme le dit Diaz, il faut travailler sur ce centre parce que tu as besoin, surtout en ce moment où c'est difficile de recruter, tu as besoin d'avoir un petit vivier sur lequel tu peux faire souffler des joueurs et puis tu peux les faire progresser. Ça, c'est important. Ouais. Je suis pas sûr qu'on ait tant que ça en ce moment au PSG. Hein. Bah, il y en a eu quelques-uns, mais il y en a qui vont intégrer, je pense, le groupe, comme Arnaud Calimundo, comme Pembele, comme tu t'en parlais, Yas. Donc, c'est des joueurs Il y a déjà Kais Ruiz qui est monté, qui fait partie maintenant, qui s'entraîne avec les pros, donc c'est ouais, déjà pas mal. qui est apprécié par le staff parisien, apparemment, Moussa. Le profil Qui ça? Kai Ruiz. Je ne sais pas s'il apprécie. En tout cas, s'il est monté, c'est qu'il a prouvé qu'il avait les qualités, en tout cas pour s'entraîner avec les pros. On l'a vu dans les matchs amicaux, il a un toucher de balle intéressant. Après, il n'a pas pris beaucoup de risques pendant les matchs amicaux, mais c'est normal. Je pense que c'était ses premiers pas, donc il a joué très très simple. Mais que ce soit Michu, Kais Ruiz ou bien l'ami Xavi Simons, là tu tiens trois petits jeunes quand même. Niveau ballon, c'est très très intéressant. Ouais. Pour finir sur le milieu de terrain, il y avait une info qui était sortie il n'y a pas très longtemps en disant que le PSG avait proposé 60 millions à la Lazio. Moi, ce n'est pas les infos que j'ai. Pour moi, il n'y a pas eu de proposition encore officielle à la Lazio pour s'attacher les services de Milinkovic-Savic, même à 60 millions. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que Leonardo ne lâche pas l'affaire et veut absolument faire Savic. Moi, je continue à dire que ce n'est pas le type de joueur qu'il nous faut. Parce que la priorité, c'est quand même un joueur devant la défense et ce n'est pas du tout son poste. C'est un joueur qui peut jouer relayeur ou numéro 10. Des relayeurs, on en a quelques-uns, ce n'est pas la priorité. Pour les autres milieux de terrain, il y a beaucoup de noms qui circulent, mais on ne sait pas si vraiment Leonardo s'intéresse à eux. Au tout début, même au mercato hivernal, on parlait du milieu de la Roma, on parlait de Benasser, du Milan, on a parlé de beaucoup de milieux. Aujourd'hui, on a l'impression que la liste s'est un peu réduite, qu'il ne reste pas beaucoup de noms. Et ce que tu citais tout à l'heure pour Brozovic, ça coûte quand même cher. C'est-à-dire, si tu fais Brozovic, tu ne feras pas Savic. Ça, c'est sûr et certain. Après, Brozovic, est-ce que l'Inter veut vraiment s'en séparer? Il y a des informations contradictoires. Certains médias italiens disent oui, d'autres disent non. On parle d'une arrivée aussi de Vidal, parce qu'à la base, ils avaient un accord avec Tonali. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment on peut préférer Vidal à Tonali? Moi, je ne sais pas. Apparemment, les discussions ont traîné. Ils ont tardé à trouver un accord avec le club de Brescia. Et c'est pour ça que Tonali va partir du côté de l'AC Milan plutôt que de l'Inter. Après, c'est bien pour Tonali parce que c'est son club de cœur. Donc, je pense qu'il est satisfait. Mais encore une fois, Leonardo s'est intéressé à Tonali. Mais bon, c'est un joueur qui ne veut pas quitter la Serie A. C'est comme ça. Il faut respecter son choix. Mais ça aurait été pour le coup une très, très bonne affaire. Donc, aujourd'hui, honnêtement, sur les pistes du milieu, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est ça qui est inquiétant. Et c'est même très inquiétant parce que la saison a démarré déjà, même si on n'a pas rejoué.
et que le mercato va se finir très tôt. Enfin, on a eu à peine un peu plus d'un mois. Il va se finir le 5 octobre. Le 5, normalement. 5 octobre. Le 5 octobre, ouais. Donc sur le terrain, à part Savic, dont vraiment il veut faire, mais je sais qu'à Doha, ils sont pas très chauds. Et je pense que Tuchel aussi, il n'est pas très chaud. Et je pense que ça va poser des problèmes entre le directeur sportif et l'entraîneur, parce qu'ils n'ont pas l'air d'être sur la même longueur d'onde quant au choix des profils et des joueurs à choisir pour la saison prochaine. Je vous donne une dernière fois la parole. C'est Nico avant de rendre l'antenne, parce que ça fait déjà 1 heure de podcast, pour que les gens, ça soit pas trop long pour eux, même si je pense qu'ils sont toujours avares du podcast, donc ça ne les dérange pas qu'on déborde un peu. Yas, tu avais fait un papier sur Marcelo Brozovic pour présenter ses qualités. C'est le genre de milieu qui correspondrait à ce que recherche le Paris Saint-Germain, un milieu devant la défense, qui est à l'aise avec le ballon, qui a un impact physique et qui sait faire jouer les autres, etc. autour de lui. En fait, je pense que c'est celui qui se rapproche le plus de ce qui nous manque depuis 2 ans et de ce qu'on recherchait. Voilà. C'est pas encore le profil idéal, mais en tout cas, c'est celui qui s'en rapproche le plus. Maintenant, moi, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est que Paris ne peut plus se tromper. 40 millions sur Gay, 40 millions sur Paredes, ça fait 80 millions sur 2 joueurs en 1 an et demi pour ce résultat-là, finalement. Parce que, ok, c'est 2 bons joueurs, l'état d'esprit, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'ils ont réellement apporté une plus-value ? Voilà, ça reste discutable. Enfin, Paredes n'a pas joué à son poste, ça fait 2 ans qu'il ne joue pas à son poste non plus. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais je veux dire, il y a les choix du coach. Mais j'allais parler du coach après, c'est pour ça que. Ah, d'accord. Voilà. Donc Paris ne peut plus se tromper. On peut plus ajouter des milieux à des milieux à des milieux en se disant je compense une erreur par une autre erreur et par une autre erreur. Bon voilà, à un moment donné, il va falloir faire le bon choix et réellement se pencher sur quel profil il te manque et trouver ce profil. Maintenant, je pense qu'en vérité, la saison du PSG, pour moi, elle va tourner sur une chose. Elle va tourner sur l'exigence. L'exigence de voir des joueurs tout donner à tous les matchs. L'exigence de mettre en place quelque chose et d'arrêter, comme je le dis souvent en caricaturant, le football de district, bien défendre et donner le ballon à tes 2 meilleurs joueurs. Voilà, c'est plus possible. Quand on voit le Bayern, la deuxième mi-temps qu'ils font, parce que je reste persuadé que la première mi-temps, Paris n'a pas été bon, mais c'est créé les meilleures occasions. Quand tu vois la deuxième mi-temps, tu as une équipe qui est sûre d'elle. Tu as une équipe qui a des certitudes, qui a une équipe qui sait où elle va. Voilà, quel que soit l'adversaire, en apportant quelques ajustements. Et tout ça, ce sera Thomas Tuchel. Bon, Yacine, tu me donnes raison sur Messi, du coup, alors. Non, oui, mais moi j'ai dit, de toute façon, le problème de Paris, c'est le collectif. J'ai dit, Messi, si tu peux le faire, mais évidemment, voilà, bon, bref, on va pas revenir dessus. Mais voilà, et pour moi, en fait, le truc, c'est Tuchel. Tuchel, il peut plus regarder Neymar et Mbappé s'amuser contre Dijon, puis la semaine d'après contre Montpellier, puis la semaine d'après contre Nantes, et jouer une fois par mois parce qu'il y a un match de Ligue des Champions ou parce que c'est Marseille. C'est plus possible. Il faut une exigence. Mbappé, il peut plus se permettre d'attendre le ballon et de faire 3 accélérations. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde le charrie sur je vois des tweets là. Ah tiens, il attend Dijon pour montrer ses qualités. En fait, non, c'est plus possible ça. Maintenant, il va falloir que le collectif, soit le collectif qui soit sublimé par Neymar et Mbappé, mais pas donner le ballon à mon numéro 10, capitaine, tireur de coup franc, de pénalty, comme on est en district. Voilà, c'est plus possible de jouer comme ça. Nico, tu voulais intervenir tout à l'heure sur ce qu'on disait. Juste sur le milieu, avant de rebondir sur ce qu'a dit Yacine, sur le milieu, sur le profil, c'est évident qu'il faut quelqu'un qui sache voilà, il nous faut ce fameux poste de sentinelle. Ça fait un paquet d'années qu'on en parle. Moi, je vois qu'il y a un club français qui a besoin de vendre pour 60 millions de joueurs. Il y a un petit jeune qui s'appelle Camara, que tout le monde prévoit comme un très grand joueur. Justement, pourquoi pas tenter ce genre de joueur? Voilà, pour moi, lui, il a un profil intéressant, je trouve. Le milieu de Marseille. Ouais, Marseille. Pour moi, voilà typiquement le joueur que vous pouvez tenter. Ça coûtera moins cher parce que l'OM doit vendre et qu'ils ne sont pas du tout en position de force. Et alors, lui ou un autre, mais voilà, il faut acheter français, on n'arrête pas de nous le dire, il faut qu'il y ait des joueurs français au PSG. Il y en a en Ligue 1 en ce moment, des bons milieux de terrain, mais on n'entend jamais parler, je ne comprends pas. Nous, on va aller chercher encore des mecs à 60, 70 millions en Italie, sans aucune garantie. J'ai du mal à comprendre le process de recrutement sur le milieu. Voilà. Après, bon, je sais que c'est un Marseillais, que certains vont râler, mais moi, je trouve que c'est un bon joueur, ce Camara, et j'aime beaucoup. Après, sur ce que dit Yas, oui, c'est évident que le collectif du PSG, cette saison, doit franchir un palier. Tout le monde l'attend.
Je trouve qu'on a été dur quand même avec le PSG sur la première partie de saison, parce que je trouve que justement il y a eu des bonnes choses. On a vu des bons matchs quand même jusqu'à l'aller même à Dortmund où là c'était du plus compliqué, mais moi j'ai vu des bons matchs quand même. Jusqu'à décembre, tu as raison. Jusqu'à Ouais, décembre, ouais. c'était pas mal. Après, ouais, c'est vrai que de l'année 2020, il y a eu une cassure. Ça a été moins bon. Après, avec le confinement, bon, on a clairement vu que Tourelle, il choisissait la facilité en disant voilà, on défend et puis on laisse les deux devant se démerder. Après, ça se fait pas sur un coup de baguette magique, hein. Ça, c'est ce que tu demandes, hein. Créer un collectif, c'est quelque chose. Il y a encore une fois, on en a parlé, il y a des principes de jeu. Et aujourd'hui, est-ce que les joueurs du PSG sont en position à accepter les principes de jeu de Tourelle? Bah, il y a un doute quand même, hein. Tu parlais de Camara, Nico, et là aussi, ça, on peut mettre ça malheureusement sur la case négative de Leonardo, c'est le fait d'avoir laissé quitter le PSG, quitter Kouassi. Parce que normalement, si tu avais réussi à le faire signer pro, bah, tu t'enlevais déjà une épine du pied avec Tanguy Kouassi déjà, tu vois. Ouais, mais bon là, enfin, Et oui. ça, ça, je sais qu'à Doha, ils n'étaient pas très très contents. Pour Aouchiche, un peu moins, mais eux, ils ont englobé les deux, c'est-à-dire laisser partir Aouchiche et Kouassi gratuitement. Et voilà, ils n'étaient pas très contents. Et ça faisait partie aussi des objectifs, au même titre que la prolongation de Neymar et d'Mbappé pour Leonardo. Donc, il faut qu'il s'active, l'ami Léo. Il faut qu'il s'active. Quand tu me dis, Nico, petit jeune, milieu français, etc., s'intéresser, moi je pense tout de suite à Eduardo Camavinga, hein, qui pourrait être. Ouais. Alors là, il fait des étincelles, il flambe avec Rennes depuis la reprise de la Ligue 1. Il a fait encore un excellent match hier avec Rennes, donc voilà, c'est aussi une des pistes. Mais bon, à 17 ans, il a encore le temps, mais il est sélectionné avec l'équipe de France, donc voilà, je pense qu'il va gravir les échelons rapidement et ça pourrait être un profil qui plaît au Paris Saint-Germain, je pense, en tout cas. Moi, je serais Paris, je négocierais dès aujourd'hui ou à l'hiver prochain pour l'été prochain. Il ne faut pas hésiter à mettre un peu d'argent sur une pépite française. Et de toute façon, cet argent, tu le retrouveras parce que ces joueurs-là, ils franchissent des paliers. Il fait Rennes, s'il vient au PSG, bah, après le PSG, peut-être qu'il voudra aller au Real, etc. Donc, ça reste une bonne affaire, même à 35-40 millions, si tu le payes Rennes pour ce prix-là. Non, mais ces joueurs-là, à mon avis, maintenant, ils demandent plus cher, Rennes, hein. 40 millions, c'est. Plus à 60, ouais. 40, tu peux multiplier par deux, hein. vous verrez que Rennes, ils vont pas le vendre 60 millions. Rennes, c'est pas un club qui vend des joueurs à 60 millions. Le souci de ce genre de dossier, le souci, c'est la volonté aussi des joueurs et des entourages. Ce qu'avait fait Mbappé quand il avait quitté Monaco alors que toute l'Europe le voulait et choisir le PSG. Aujourd'hui, il n'y en a pas tant de ça des joueurs qui vont avoir ce process de carrière. Le gamin, 18-19 ans, il va avoir le Real qui va frapper à la porte. Si l'entourage lui dit allez, c'est parti, Banco, on va prendre le pactole là-bas, bah, tu peux pas rivaliser puisque tu vas pas aller mettre 80, 100 millions sur un Camavinga. Là, c'est embêtant quand même. Enfin, tu peux financièrement le faire, mais enfin, tu vois, c'est compliqué. Et puis en plus, on sait que dès que c'est le PSG en France, les tarifs, boum, tout de suite, ça grimpe. Moi, c'est pas grave. Regarde à Lyon, il y a des bons joueurs. On parlait de l'arrière droit, Dubois, c'est un super joueur. Combien il va en vouloir, Olas, dans Dubois? Il va te facturer ça à un prix pas possible. Comme avec Aouar. Regarde aujourd'hui Aouar. Tous ces joueurs-là, je pense que le PSG, il se il a pris l'habitude de pas de pas trop regarder ses dossiers parce qu'on sait que c'est compliqué et que les joueurs en Ouais, mais plus. son agent connaît bien Leonardo. C'est le même agent que Dembélé, c'est Moussa Sissoko. C'est pas impossible Camavinga au PSG la saison prochaine, hein. Franchement, si Léo s'y prend bien, tu peux convaincre le joueur en disant viens à Paris, regarde Mbappé. Mbappé a fait finale de Ligue des Champions, il est venu à Paris, et ensuite il quittera sans doute pour un club un peu plus huppé. Mais tu peux convaincre Camavinga à condition effectivement qu'il ait du temps de jeu. Et moi, je pense aussi que ces joueurs-là, il y a le côté financier qui est évidemment important, mais il y a aussi à cet âge-là, il faut jouer. Et je pense qu'à Rennes, il avait toutes les garanties pour jouer cette saison. Yas, je te laisse conclure et après on rendra à l'antenne parce qu'on a Ouais, déjà 1h22 de podcast. Camavinga, pas de problème, c'est toujours pas le profil qu'on recherche, hein. C'est un coup. Ouais, mais non, je suis d'accord avec toi, mais par contre, il faut le prendre quand même. Ah oui, ça non, reste un bon joueur, tu vois. Non, mais c'était pas pour le Non, mais c'est qu'on soit d'accord. Oui, bien C'était sûr. pas par rapport au milieu qu'on cherche en ce moment. C'est un coup à faire, il n'y a pas de problème. Mais... À Rennes, le joueur qui jouerait dans le poste que cherche Paris, c'est Steven Nzonzi. Voilà. Typiquement le poste. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'évidemment, les transferts ne s'arrêtent pas maintenant. Il va y avoir encore, j'espère, des mouvements puisque pour l'instant, c'est très calme du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, ce qu'il faut dire, Hugo, c'est qu'il ne faut pas écouter tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, etc. Honnêtement, il travaille, Leonardo, mais il n'y a rien de concret aujourd'hui.
Il n'y a pas de signature, il n'y a rien qui a été fait. Donc voilà, Ouais. Ben, parce que patienter un peu. Mais là, pour l'instant, il n'y a absolument rien. Il y a des joueurs suivis, il y a des discussions, évidemment. Hein. Il travaille, Leonardo. Hein. Mais il n'y a rien. Parce que Absolument rien. je voyais un tweet, c'était soit le Paris Saint-Germain travaille en soum-soum, vraiment en sous-marin, discrètement, en off, et ils vont sortir des noms, soit ils font vraiment rien du tout, et que pour l'instant c'est très calme, et qu'il y a de quoi s'inquiéter. En général, Leonardo, quand il fait une signature, après il enchaîne. Donc rappelez-vous l'été dernier, ça a été très vite. Hein. Il a conclu le mercato assez rapidement. À part Icardi, ça a traîné un peu, mais pour les autres, il avait fait signer assez rapidement les joueurs. Donc une fois que ça va se décanter, je pense que ça va aller vite. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs. Il faut au moins 5 joueurs. Donc c'est pas évident. Ouais. Il a du travail, notre ami Leonardo. Bon, vous l'avez vu, on a un peu débordé sur le temps prévu, mais bon, on avait beaucoup de choses à dire après une semaine comme ça, sans vous avoir livré de podcast. Je voulais vous remercier, messieurs, entre Mousse, Yacine et Nico, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour le podcast. De très bons débats, très bons échanges comme d'habitude. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Le PSG Lens, c'est le 10 septembre, c'est ça? Là, il y a une trêve internationale, pause équipe de France, et puis on reviendra avec la Ligue 1 et le premier match du Paris Saint-Germain pour la reprise de son championnat. Et puis je vous souhaite une bonne semaine, et puis on se dit au prochain podcast. Salut à tous. Salut tout le monde. Salut.